Je m'appelle Marie, et je ne suis qu'une étudiante ordinaire de 21 ans. Du moins, c'est ce que je pensais. Mon histoire commence assez normalement. J'ai eu un énorme béguin pour un type qui était en dernière année de lycée. Il s'appelle Owen et il est drôle, gentil et extrêmement séduisant. Je l'ai remarqué depuis ma première année ici, mais ce n'est que récemment que je pense qu'il a commencé à me remarquer aussi. La vie à l'université a fait que nos chemins se sont croisés sur le campus, au café, dans les couloirs, à la bibliothèque, et lors des fêtes de l'université. Il connaissait donc au moins mon nom. Ce n'est donc pas le genre de coup de foudre pitoyable quand ils ne savent même pas que tu existes. Maintenant, chaque fois qu'il me voit dans ces endroits, nous nous sourions et nous nous disons salut. Et ses yeux restent toujours plus longs sur moi d'une fraction de seconde. J'ai vraiment pensé que ses regards persistants signifiaient qu'il avait aussi le béguin pour moi et que j'avais une chance avec lui. J'avais déjà fait partie de l'équipe de Pom Pom Girl au lycée. Mais au début, je n'étais pas sûre de vouloir rejoindre l'équipe à l'université, tant ma charge de travail était intense. Mais Owen était un grand fanatique de sport. Et il fait partie de l'équipe de football. Alors j'ai rejoint l'équipe de Pom Pom Girl pour avoir une excuse pour être proche de lui, car l'entraînement des Pom Pom Girl avait le même horaire que celui de l'équipe de football. Mon plan a fonctionné, et nous avons commencé à parler davantage. D'accord, ce n'était que de petits bavardages, des trucs du genre « Hey, comment s'est passé l'entraînement ?» Et c'est le temps idéal pour s'entraîner, n'est-ce pas? Ils n'ont peut-être pas gagné le prix de la conversation de l'année, mais c'était un début. De plus, lors de ces discussions, en sueur de fin d'entraînement, je ne suis pas au top de mon charme, car il est difficile de rester mignonne quand mes cheveux sont collés sur mon front. Parler avec lui m'a donné un frisson et m'a empêché de dormir cette nuit-là. Pour fêter leur excellent classement de la saison, l'équipe de football a organisé une fête. Bien sûr, ils avaient invité les Pom Pom Girls, mais en tant que nouvelle, j'étais nerveuse à l'idée d'y aller car je ne connaissais pas très bien les gens. Après l'entraînement, je rentrais chez moi quand une voix familière m'a crié « Attends !» derrière moi. Je me suis retournée pour voir que c'était Owen. Même si j'étais heureuse, je ne pouvais pas me débarrasser de l'intuition d'être observée. J'ai regardé un peu à droite et j'ai vu qu'une femme dans une voiture de luxe noire me regardait. Mais dès que je l'ai aperçue, elle a remonté la vitre de la voiture et a regardé ailleurs. C'était un peu étrange, mais je ne pouvais pas m'en soucier moins, car mon béguin se tenait juste devant moi. « Tu viens à la fête, hein? Amène tes amis aussi. Plus on est nombreux, plus on rit. » m'a souri Owen. Je suis restée là étourdie, mais j'ai réussi à faire un signe de tête et un « Ouais, bien sûr ». Il s'est vite éloigné mais n'a pas oublié de se retourner pour me dire « À ce soir ». Mes jambes étaient gelées et j'ai dû m'appuyer sur le mur le plus proche pour m'équilibrer. Est-ce que c'était réel? Je me suis pincée, c'était tout à fait réel. Owen vient techniquement de me demander de sortir avec lui, non? Puis j'ai remarqué quelque chose. Owen est monté dans le côté passager de la voiture noire avec l'étrange femme qui me fixait. C'était bizarre, je veux dire, qui était-elle? C'était peut-être sa tante ou quelque chose comme ça. Et elle me fixait bizarrement juste parce qu'il lui avait tout raconté sur moi? L'explication a pris le dessus sur mon malaise. Je me suis précipitée à la maison pour pouvoir choisir ma tenue. Sur le chemin du retour, j'ai appelé ma meilleure amie Léna. Owen m'a dit d'amener une amie et qui d'autre aurais-je amené? Léna est ma meilleure amie. Nous sommes inséparables. Elle est souvent assise sur les bancs à attendre que je finisse mes entraînements de Pom Pom Girl. Et elle me sourit quand elle voit Owen me parler. J'ai dit à Léna de venir me chercher. Je ne voulais pas conduire parce que je pense que je partirai avec Owen plus tard de toute façon. Et si c'est le cas, Léna pourrait conduire elle-même. Nous sommes arrivés à la fête de l'université. Tout le monde s'amusait. Léna s'est rapidement intégrée à la piste de danse. J'ai essayé d'en profiter aussi, mais je n'ai pas pu m'empêcher de regarder autour de moi. À la recherche de Owen, la seule raison pour laquelle j'étais là. En rôdant, j'ai aussi rencontré un gars très mignon qui n'arrêtait pas de me regarder. Malgré le fait qu'il soit mignon, mon regard cherchait Owen. Après ce qui semblait être 10 tours de la maison encombrée, j'ai finalement trouvé Owen. Il entre avec une coupe rouge à la main, en saluant tout le monde sur son chemin. C'est comme s'il avait un aura autour de lui. Il est tellement sexy. Il s'est dirigé vers moi et a été très amical. Puis Léna est apparue à mes côtés et m'a serré dans ses bras. Owen a posé à Léna plein de questions, ce que j'ai trouvé gentil. Il faisait un effort avec mon ami, ce qui le rendait si prévenant et poli. Maintenant que je savais que Owen était là, je pouvais enfin me détendre et profiter un peu de la fête. Puis je suis allée dans le jardin pour chercher de la bière pour Léna et moi. Je suis revenue à l'intérieur en portant les bières. Léna avait bougé alors je suis partie à sa recherche. C'est là que je l'ai trouvée en train d'embrasser quelqu'un dans l'escalier. Tout d'abord, je me suis sentie excitée pour elle. Ma meilleure amie embrassait un joli garçon.
Mais ensuite, j'ai réalisé que le garçon qu'elle embrassait avait le même jean en dénime délavé que Owen, et les mêmes cheveux parfaitement coiffés. Attendez une minute. C'était Owen! Ma meilleure amie au monde embrassait le garçon que j'aimais. J'étais tellement énervée que j'ai laissé tomber les bières, et j'ai couru dehors en larmes. Je me suis assise sur le trottoir en me sentant dévastée. Comment Lena a-t-elle pu faire ça? J'ai levé les yeux en larmes et j'ai remarqué que plus haut sur la route, il y avait un véhicule de luxe noir garé. C'était bizarre, était-ce le même véhicule qu'avant? Je suis allée à la fête de l'équipe de football, certaine que j'allais enfin me brancher avec mon béguin Owen. Seulement j'ai trouvé Owen en train d'embrasser ma meilleure amie Lena. Maintenant j'étais assise dehors sur le trottoir et je me sentais mal. Cette soirée était nulle. J'ai fixé le véhicule noir. Pourquoi me suivait-il? Peut-être que je devrais aller voir. Soudain une main m'a tapoté l'épaule. Effrayée, je me suis retournée et j'ai vu que c'était Owen. Merci beaucoup, Marie, de m'avoir arrangé un rendez-vous avec Lena. Ne t'inquiète pas, je vais certainement te rendre l'appareil. Pourquoi pas un déjeuner dimanche, ce sera mon cadeau. Il a fait un clin d'œil puis il est parti. Je suis restée assise là, bouche bée. Était-il sérieux? Il n'avait même pas remarqué que je pleurais. Quel connard! J'avais l'impression que j'allais exploser. Mes sanglots ont augmenté. Je me suis sentie rejetée. Alors ça veut dire qu'il ne m'aimait pas, mais qu'il aimait Lena? Est-ce qu'il m'avait jamais aimée? Qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? Pire encore, Lena sait que j'ai un énorme béguin pour lui. Mais elle l'a quand même embrassé? Je me suis sentie si trahie. J'ai perdu mon béguin et ma meilleure amie dans la même nuit. Cette fête était terrible. Soudain, je me suis souvenue du véhicule noir. Alors j'ai regardé où il se trouvait. Seulement, il n'était plus là. J'ai haussé les épaules. J'avais des choses plus importantes à régler que de simples bizarreries dans une voiture de luxe. Les larmes ne s'arrêtaient pas, j'étais en fait une cascade. Je les ai essuyées avec mon bras, mais cela n'a pas beaucoup aidé. Quelqu'un s'est assis à côté de moi, un type. « Hé, qu'est-ce qui ne va pas ?» me demanda-t-il. À travers des yeux flous, j'ai réalisé que c'était le mec mignon qui m'avait fait la cour tout à l'heure à la fête. J'étais trop bouleversée pour lui répondre. Alors je suis restée assise là à pleurer et à frissonner, ce qui n'était pas beau à voir. Il a enlevé sa veste et l'a mise autour de mes épaules. « Je ne peux pas te laisser mourir de froid sur ma conscience », a-t-il souri. Son sourire était contagieux et même à travers mes larmes, je me suis retrouvée à sourire aussi. Quoi qu'il en soit, tu ne dois pas le laisser gâcher ta soirée. Tu es là maintenant, alors tu devrais passer un bon moment. Ce type avait raison. Lena et Owen passaient certainement un bon moment. Alors pourquoi devrais-je être seule assise misérablement ici? Je n'avais plus besoin de Owen ou de Lena. J'étais à cette fête minable maintenant. Et je n'avais pas ma voiture avec moi. Alors j'étais coincée ici, autant en profiter. Allons boire un verre. Ai-je lancé. J'ai essuyé mes larmes et le gars m'a aidé à me relever et nous sommes entrés. Jackpot pour moi. Il est très mignon. Il s'appelle Nick et il est ami avec un des gars de l'équipe de football. J'ai passé le reste de la soirée avec Nick. Nous avons dansé et joué à des jeux d'ambiance. Il s'est avéré que j'étais nulle au beer pong. Alors j'ai fini par être assez ivre de toute la bière que j'avais bue. Je me sentais fatiguée et je voulais rentrer chez moi. Mais comment diable pourrais-je m'asseoir dans la même voiture que cette traîtresse de Lena? C'est le trajet en voiture le plus pénible de tous les temps. Je ne pouvais pas m'y résoudre. Puis Nick m'a proposé de me ramener chez moi. J'ai fait semblant d'être timide, mais j'ai accepté. Je veux dire, qui pourrait lui dire non? En plus, il m'avait remonté le moral ce soir. Je lui ai donné l'adresse et je me suis assoupie un peu sur le siège arrière. Puis je me suis réveillée juste à temps pour lui dire de tourner à gauche au prochain carrefour et juste après, ce serait ma maison. Mais à ma grande horreur, il a accéléré et l'a dépassé. Confuse, je lui ai dit que nous devions faire demi-tour. Mais il m'a ignorée et a souri. J'ai paniqué puis je lui ai crié dessus. « Qu'est-ce que tu fais ?» Soudain, il a répondu au téléphone. J'ai entendu une voix féminine à l'autre bout. Je suis restée silencieuse pour écouter, mais je ne sais pas ce qu'elle disait. Il a répondu. « Oui, je l'ai ici, nous sommes en route. » Est-ce que j'ai vraiment été kidnappée? Il fallait que je trouve un moyen de m'en sortir. J'ai pensé à appeler ma sœur pour qu'elle vienne me chercher, et je sortirai de la voiture à un feu rouge. Je l'ai appelée et je lui ai chuchoté la situation. Et je lui ai demandé de venir me chercher à la station-service que nous allons passer. Je n'ai pas encore raccroché, j'ai dit à Nick. J'ai dit à ma sœur que si tu ne me libères pas maintenant, elle appellera la police. Il avait l'air ahuri. Mon plan a un peu fonctionné, mais pas assez pour qu'il arrête la voiture. J'ai dû passer au plan B, sauter de la voiture.
jusqu'à la station-service. Il y avait 3 feux rouges et je devais me préparer à sauter. Sinon, on arriverait sur l'autoroute et il n'y aurait pas de retour en arrière. Le premier feu était vert. Le deuxième, j'avais les mains sur la poignée de la portière. Mais j'avais trop peur pour l'ouvrir. Le troisième, je devais le faire maintenant ou jamais. À l'approche des feux, j'ai fermé les yeux et j'étais sur le point de le faire. Puis il a soudainement tourné à gauche. J'ai paniqué. Il a arrêté la voiture et m'a dit de sortir. Confuse, j'étais figée. Puis son téléphone a sonné à nouveau. J'ai vu la photo de l'appelant. C'est une femme, elle me semble un peu familière. Lorsque le téléphone a sonné, il m'a ordonné de sortir à nouveau. J'ai rapidement ouvert la porte et je suis tombée par terre. Il est parti immédiatement. J'ai pleuré au téléphone avec ma sœur. Et à travers ma peur, j'ai essayé d'expliquer ce qui venait de se passer. Avec mes mains tremblantes, j'ai réussi à partager avec elle ma position. Puis j'ai marché pour essayer de trouver un endroit bien éclairé pour l'attendre. J'étais en état de panique totale jusqu'à ce que je rentre chez moi. En retrouvant mes esprits, j'ai commencé à mettre de l'ordre dans mes idées. Et je me suis demandé pourquoi il m'avait fait ça. Puis il m'est venu à l'esprit que la personne qui appelait était la femme dans la voiture de luxe noire que j'avais vue cet après-midi-là. Alors cela signifie que tout cela a un rapport avec Owen. Est-ce parce qu'elle pensait que j'étais la petite amie de Owen ou un truc comme ça? Mais quand elle a découvert que je ne l'étais pas, elle a ordonné ma libération? Si Owen a quelque chose à voir avec ça, cela signifie que Lena pourrait maintenant être en danger? Dois-je la prévenir? Ou est-ce maintenant le problème de cette traîtresse et non le mien? Je suis en colère contre elle, mais je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose de mal. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Que dois-je faire maintenant? Lorsque mon petit copain et moi avons rompu avant de partir pour différentes universités, je n'aurais jamais imaginé que ma vie amoureuse prendrait un tournant aussi dramatique, où je finirais par être la 3e roue du carrosse dans une liaison. Laissez-moi revenir un peu en arrière. Je m'appelle Julie. Je suis une marathonienne amatrice de 19 ans. Depuis 5 ans, je fais partie d'un club de course qui se réunissait 2 fois par semaine. Et pendant cette période, je suis devenue assez proche de 2 coureurs de ce club. Ils étaient tous les 2 beaucoup plus âgés que moi, mais nous nous entendions bien. Léo était un célibataire d'âge moyen, et Charlotte était mère de 2 enfants et mariée depuis plus de 20 ans. Ils travaillaient tous les 2 dans la même société commerciale. Et je ne peux pas vraiment expliquer, mais nous avons tous eu un déclic. Nous avons toujours couru ensemble, mais un matin, Léo n'était pas venu. C'était étrange car il ne manquait jamais une séance. Bref, Charlotte et moi avons couru ensemble. Et ce soir-là, j'ai reçu un message de Léo, me demandant si je voulais dîner avec lui. J'ai été un peu surprise, car c'était la première fois que Léo m'invitait à un repas privé, mais j'ai quand même dit oui. Et nous sommes allés dans un restaurant en ville. Au dîner, nous avons eu de profondes conversations. Et à un moment donné, je lui ai demandé « Pourquoi es-tu resté célibataire jusqu'à présent ?» Il a hésité et puis il a dit « C'est difficile à dire, mais j'ai juste eu une mauvaise rupture il y a quelques années et je n'étais pas prêt à entamer une autre relation. C'est pourquoi il a décidé de rester célibataire, même si c'est un homme assez séduisant et qui a du succès. C'était assez gênant après ça. Alors j'ai rompu le silence en lui demandant pourquoi il n'était pas venu courir ce matin. Et il m'a répondu que quelque chose était arrivé au travail. Il se comportait un peu bizarrement, mais j'ai pas insisté. Quoi qu'il en soit, c'était un bon dîner. Et après, nous avons partagé un taxi pour rentrer chez nous, car nous vivons dans la même rue. C'est là que quelque chose de bizarre s'est produit. Charlotte attendait sur le pas de sa porte. Léo avait l'air choqué de la voir là, et il est vite sorti pour vérifier ce qui n'allait pas. Charlotte ne m'avait pas vue, alors j'ai baissé la fenêtre et je lui ai fait un signe de la main. Mais à ma grande surprise, elle avait l'air un peu contrariée. Puis elle m'a dit qu'ils avaient du travail à faire, et elle espérait que je rentre bien à la maison. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi, mais avec le recul, quel genre de projet de travail doit être fait à 22 heures? De toute façon, je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Il ne pouvait sûrement rien se passer, n'est-ce pas? Je veux dire que Charlotte et Léo sont des collègues et aussi des amis proches, et j'avais rencontré la famille de Charlotte. Bien sûr, son mari était souvent absent pour le travail, mais ils s'aimaient et ils avaient des enfants ensemble. Je suis rentrée chez moi et j'ai pris un peu de recul, puis environ 1 heure plus tard, j'ai reçu un SMS de Léo, me demandant si je voulais le rejoindre pour une course de minuit. J'ai immédiatement dit oui. Pour être honnête, au fond de moi, j'avais un peu le béguin pour lui. Même si je savais que mes parents allaient flipper s'ils découvraient que je traînais avec un type assez vieux pour être mon père. Mais ça m'a excitée. Alors je suis allée courir le long de la plage avec lui. Et ensuite, nous avons pris un repas à emporter. Et nous sommes assis sur le sable, en écoutant les vagues et en regardant les étoiles. Je suppose que nous étions tous les 2 sous l'effet de l'adrénaline. Et aussi que c'était un cadre si romantique, avec toutes les lumières de la ville se reflétant dans l'eau. Nous avons donc entamé une conversation très profonde sur les relations,
et sur ce que nous attendons de l'amour. Puis, une chose en entraînant une autre, nous avons commencé à nous embrasser. Nous avons fini par passer toute la nuit sur la plage et nous avons même regardé le lever du soleil. En rentrant chez moi, je pouvais pas m'empêcher de sourire. Mais j'ai vu que j'avais 5 appels manqués de Charlotte. Je l'ai rapidement rappelée, pensant que quelque chose avait dû se passer. Mais quand elle a décroché, elle a juste dit « Où étais-tu hier soir ?» Je lui ai dit que j'étais allée courir et elle m'a demandé avec qui. Alors j'ai dit « Avec Léo ? Pourquoi ?» Et elle a juste dit « Ah, j'étais juste curieuse. » Il ne répondait pas à mes appels. Puis on a raccroché. Comme c'est étrange, j'ai pensé. Quoi qu'il en soit, ce soir-là, Léo m'a demandé si je voulais qu'on dîne ensemble à nouveau. Et bien sûr, j'ai dit oui. Je mourais d'envie de savoir si la nuit dernière n'avait été qu'une soirée d'embrassade ou si ça pouvait signifier quelque chose de plus. Quand je l'ai vu, je lui ai dit « Léo, je suis désolée pour hier soir. Je me suis emportée et j'ai la moitié de ton âge. Je n'aurais pas dû faire ça. Ah, je sais pas à quoi je pensais. Je m'attendais à ce qu'il dise que c'était ok et qu'il avait apprécié comme moi. Mais au lieu de ça, il a dit « Ouais, faisons comme si de rien n'était. » Je me suis sentie si mal à l'aise après ça. Mais je pouvais pas nier mes sentiments pour lui. Mais après ça, nous nous sommes encore plus rapprochés. Nous avons passé plus de temps ensemble et nous avons parlé au téléphone tous les soirs pendant des heures. Puis un soir, Charlotte m'a appelée pour me dire qu'elle s'était disputée avec Léo et que c'était pour ça qu'elle était allée chez lui la semaine précédente. Ah, maintenant tout s'explique. C'est pourquoi ils ne sont pas venus ensemble au club de course. Elle a dit qu'ils ne s'étaient toujours pas réconciliés et qu'elle avait besoin de quelqu'un à qui parler. Elle avait l'air contrariée mais ne voulait pas me dire la raison de la dispute. Elle m'a alors demandé si nous pouvions nous rencontrer. Même si c'était assez gênant, j'ai dû lui dire que j'allais en fait au théâtre avec Léo. Léo et moi aimions aller au théâtre. Et ce soir-là, nous avions des billets pour voir Shakespeare in the Park. Elle m'a demandé pourquoi nous ne l'avions pas invité. Et je lui ai répondu qu'elle pouvait se joindre à nous. Mais évidemment, il était trop tard pour obtenir des billets. Alors elle a raccroché. Les jours suivants, j'ai réalisé que Charlotte et Léo ne participaient qu'à des sessions de course en alternance, afin de pouvoir s'éviter. J'en ai parlé à Léo et Charlotte, mais ils ont simplement affirmé que leur travail devenait stressant et qu'ils ne pouvaient donc assister qu'à une seule séance d'entraînement par semaine. Puis un vendredi matin, j'ai remarqué que Charlotte était d'une humeur massacrante. Normalement, elle était tellement joyeuse, alors je lui ai demandé ce qu'il y avait de neuf, et c'est là qu'elle m'a dit qu'elle avait une liaison avec Léo depuis 3 ans. J'ai été choquée. Je veux dire, je suppose que j'aurais dû le voir, non ? Mais je ne pouvais toujours pas cacher mon choc. Je l'avais considéré comme un modèle à suivre dans cette famille extraordinaire et un travail formidable. Et pourtant, la voilà, rien d'autre qu'une trompeuse. Et avec Léo, le gars que je voyais. Oh mon Dieu, dans quel pétrin m'étais-je mise ? Charlotte m'a supplié de garder le secret. Mais je ne pouvais même pas parler, j'étais dans le déni total. Si elle savait ce que Léo et moi avions fait. Et pourtant, pourquoi cela avait-il de l'importance ? C'était elle qui avait une liaison, pas moi. J'ai continué à voir Léo. Et une fois, il m'a même invité à regarder un film chez lui. Et nous nous sommes à nouveau embrassés. C'était incroyable. Mais en même temps, j'avais Charlotte qui m'appelait tous les soirs pour la soutenir moralement. Ce qui rendait les choses vraiment bizarres. Pendant les mois suivants, Léo et moi avons continué à nous voir et j'ai adoré. Mais je savais que si Charlotte découvrait, elle me tuerait. C'était un tel dilemme. Puis un soir, elle m'a appelé pour me dire « Si tu es mon amie Julie, tu arrêteras de voir Léo. S'il te plaît, je t'en supplie. » Je n'arrivais pas à le croire. Comment le savait-elle ? Désolée Charlotte. Comment l'as-tu su ? Elle a dit que c'était le 6e sens d'une femme. Et qu'elle le savait depuis la nuit où j'étais dans le taxi avec lui. En plus, elle a dit qu'il était évident que j'avais le béguin pour lui depuis un moment. D'accord, mais qu'est-ce que ça peut te faire que je suis toujours avec Léo ? Tu es mariée, il est célibataire, il peut faire ce qu'il veut, lui ai-je dit. Puis elle a dit « S'il te plaît, pour ma santé mentale, s'il te plaît, arrête de le voir. Je suis jalouse, d'accord ? Ça fait mal de savoir que vous êtes ensemble. En plus, ce n'est pas un mec bien. » Eh ben, ça a marché. Je n'allais pas briser la règle copine avant les copains. Alors, j'ai arrêté de voir Léo. Je ne pouvais pas faire du mal à Charlotte comme ça, même si c'était elle qui faisait du mal à toute sa famille en ayant cette liaison. Le fait de ne pas voir Léo m'a beaucoup manqué. Mais je me suis dit que je devais tenir ma parole envers Charlotte. Et pourtant, vous ne croirez pas ce qui s'est passé ensuite. Charlotte a recommencé à voir Léo. J'étais tellement en colère. Elle m'avait demandé d'arrêter de le voir et m'avait même dit que ce n'était pas un type bien. Tout ça pour qu'elle puisse l'avoir à nouveau pour elle toute seule. Quel genre de femme mariée fait ça ? Honnêtement, j'étais furieuse. Un matin, après avoir couru, je me suis approchée d'elle et je lui ai dit « Tu n'as aucun respect pour toi-même. Et ton pauvre mari dans tout ça ?» Charlotte est devenue toute rouge et a dit « Je fais de mon mieux. Je sais que tu as raison et je devrais me respecter davantage ainsi que mon mari.
Tu sais quoi? À partir de maintenant, je vais garder mes distances avec Léo. Tout comme toi. Fais-moi confiance. Ok? Donc au moins, elle a eu la décence de dire ça. Et j'espérais qu'elle pourrait faire exactement ce qu'elle a dit. Après ça, j'ai décidé de sortir de cette relation compliquée à trois. Et d'essayer d'oublier Léo. Je l'ai évité au club de course, et il m'a évité aussi. Charlotte m'a dit qu'elle lui avait parlé de sa relation avec moi, et lui avait dit qu'il était inapproprié pour lui de sortir avec quelqu'un d'aussi jeune que moi. C'est peut-être pour ça que ce sentiment était réciproque, et qu'il m'évitait aussi. Après tout, c'est mieux comme ça. De toute façon, il était bien trop vieux pour moi. Et en plus, j'allais à l'université. Donc c'était mieux comme ça. À propos de Charlotte, après l'avoir confrontée, nous sommes en fait rapprochés. Et même maintenant que je suis à l'université, elle m'appelle encore parfois pour me demander comment je vais. Je lui ai posé des questions sur Léo, et vous ne le croirez pas, mais apparemment, Léo sort maintenant avec quelqu'un. Je suppose que c'est mieux pour tout le monde. Bien que je me demande parfois, s'il rompt, va-t-il recommencer sa liaison avec Charlotte? C'est l'histoire de ma jeunesse bouillonnante, où j'ai eu tant de problèmes juste parce que je suis tombée amoureuse d'un homme d'âge moyen. Toute cette période de ma vie a été un moment si bizarre et désordonné, n'est-ce pas? Mais maintenant, je suis si heureuse d'avoir rencontré un gars sympa de mon âge. Et bien sûr, je veux plus jamais jouer le rôle de la troisième roue du carrosse. Parfois, un ex ressurgit dans votre vie. C'est un moyen pour l'univers de vous tester, pour voir si vous êtes toujours aussi stupide, pour tomber à nouveau amoureux de cette personne. Honnêtement, si vous êtes le genre de personne qui a tendance à retourner avec son ex, prenez cette histoire comme un signal d'alarme. Et arrêtez avant de devenir stupide comme moi. J'étais profondément et follement amoureuse de lui, même s'il n'était pas si beau que ça. Il y avait juste quelque chose en lui qui me plaisait. Il s'appelait Jérémy, et il n'était pas comme les autres mecs de la fac. Pour commencer, il avait l'air beaucoup plus âgé, et il avait un fin sens de l'humour. Il faisait tout le temps rire les gens. Ce n'était pas spécialement un bon étudiant. Il séchait souvent les cours. Alors mes amis m'ont prévenu qu'il pourrait avoir une mauvaise influence sur moi. Mais je m'en fichais. Je le trouvais irrésistible. Il avait une moto et faisait souvent des courses avec ses amis le soir. Ce qui est bien sûr totalement illégal. Mais ce n'était pas quelqu'un de mauvais. Il était gentil avec tout le monde. Il habitait dans le quartier. Donc je le voyais souvent aider aux tâches, réparer des objets, laver la voiture et même jardiner pour ses parents. Je n'arrêtais pas de le regarder. Il avait l'air si fort et si masculin. Mais je devrais arrêter. Il faut que je laisse ces souvenirs magiques de nos débuts derrière moi. Vous voyez, il a commencé à changer. Et pas dans le bon sens. Un groupe entier de nouveaux motards est arrivé dans notre ville. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Ces nouveaux mecs n'étaient pas comme Jérémy et ses amis. C'étaient des rebelles et ils avaient le goût du risque. Soudainement, Jérémy a tourné le dos à ses amis et a rejoint la nouvelle équipe de motards. Un jour, il me les a présentés. Et je n'y croyais pas. Sur le chemin, il taquinait les gens dans la rue, même les vieux, et je ne le reconnaissais pas du tout. Il était devenu téméraire et arrogant, et l'ancien Jérémy me manquait tant. Il empirait de jour en jour, mais il m'aimait toujours beaucoup, et il fallait que j'accepte qu'il avait changé, et que mon copain était comme ça à présent. Puis les choses ont commencé à empirer davantage. Je suis allée chez lui un soir et quand je suis entrée, il embrassait une fille super sexy. Et quand il m'a vue, il ne s'est même pas arrêté. C'est comme s'il pensait qu'il ne faisait rien de mal. Mais soudainement, la fille l'a repoussé et m'a dit que si je racontais ça à quelqu'un, ma vie en serait le prix. Je restais là à trembler. C'était incroyable. C'était la copine d'un des motards. Je suis partie en courant, après avoir rompu avec lui. J'avais le cœur complètement brisé. Mais les mois suivants, je ne parvenais pas à l'oublier. Il m'obsédait, même après ce qu'il avait fait. Parfois, il m'appelait et attendait en bas. C'était de la torture. Tout ce que je voulais, c'était de courir dans ses bras pour l'enlacer fort. Je savais qu'il n'aimait pas cette autre fille. J'étais celle qu'il aimait. Peut-être que parmi vous, certains comprennent. Même si j'étais toujours blessée, je ne pouvais pas l'ignorer. Il a dit qu'il ne pouvait pas vivre sans moi. Et dans un moment de faiblesse, j'ai accepté de retourner avec lui. Mais à une condition. Qu'il quitte le groupe de motards pour de bon. Il a accepté et on était de nouveau en couple. Mais notre bonheur n'a pas duré longtemps. Comme il m'a trahi auparavant, j'étais constamment dans le doute et mal à l'aise. Des petits riens se transformaient vite en grosses disputes et ça devenait difficile. Quand nous étions tombés amoureux, il était si gentil et délicat.
Mais maintenant, il était en colère tout le temps. Il brisait souvent des objets dans sa chambre et partait en me laissant. Un jour, on a eu une grosse dispute, car j'ai entendu qu'il traînait toujours avec un des bad boys. Il était si énervé contre moi qu'il est parti et n'est jamais revenu. Je ne pouvais pas le supporter. Notre relation était un désastre, et je n'avais plus le courage d'essayer de la sauver. C'est comme si j'étais la seule qui essayait d'arranger les choses, alors que lui était égoïste, impatient, et se fichait de mes sentiments. Au final, j'en ai eu marre. J'ai rompu avec lui à nouveau. Et vous savez quoi? Il n'a rien dit. Il est resté silencieux. Plus tard ce soir-là, j'ai reçu un appel de l'hôpital, disant qu'il avait eu un accident. J'ai tout de suite foncé là-bas, et j'ai vu qu'il avait été grièvement blessé lors d'une course. Sa moto était entièrement détruite, et il s'était blessé à l'épaule et à la jambe gauche, en sautant de sa moto, quand il s'est rendu compte qu'il allait avoir un accident. Je pleurais assise à côté de lui. Je ne pouvais pas supporter ça. Je suis partie dès que ses parents sont arrivés. Il appelait mon nom, mais je ne me suis pas retournée. Je ne voulais pas le regarder à ce moment-là. Quand il fut guéri, il est venu me voir. Concrètement, il me suppliait de lui pardonner sur le seuil de la porte. Et mes parents avaient de la peine pour lui. Il a même dormi ici une nuit. J'ai fini par céder et je suis allée le voir. Il m'a dit qu'il avait tout perdu, mais qu'il ferait n'importe quoi pour que je le reprenne. Il m'a promis de ne plus jamais me tromper, ni de voir son groupe de motards, et ni même de faire des courses. Il a dit qu'il voulait retrouver le bon vieux temps. Puis il m'a pris dans ses bras, en me disant qu'on aurait un merveilleux avenir ensemble. Mais quelques semaines plus tard, en sortant de cours, il y avait une moto garée devant le campus. J'ai tout de suite reconnu le mec. C'était un de ces motards rebelles. Il m'a dit de venir et de monter derrière lui rapidement, car Jérémy avait besoin de mon aide. Je paniquais, et quand il s'est garé devant une maison abandonnée, j'ai encore plus paniqué. J'ai couru à l'intérieur, et Jérémy était attaché à une chaise. Le mec qui m'avait amené m'a brusquement attrapé, puis m'a embrassé devant Jérémy. J'ai essayé de le repousser, mais il était trop fort, et Jérémy criait pour qu'il arrête. Le mec s'est tourné vers lui, et lui a dit que s'il osait s'approcher à nouveau de sa copine, il ne serait pas le seul. Oh mon Dieu! J'étais si bête! Pendant tout ce temps, il m'avait trompée avec cette fille. Je ne voulais plus jamais le revoir. Le truc fou, c'est qu'il ne me laissait pas tranquille. Il a continué de me supplier de le reprendre. Je ne comprends pas. Si une personne vous aime et vous apprécie vraiment, elle ne vous trompera pas. Elle ne brisera pas ses promesses et ne vous fera pas souffrir. Donc clairement, Jérémy ne m'aimait pas. Sinon, il ne m'aurait pas aussi maltraitée. J'ai finalement décidé de ne jamais me remettre avec lui. Et c'est la meilleure décision que j'ai prise. Mes parents n'étaient pas géniaux. Ils étaient même nazes. Ils se disputaient, jouaient au casino, buvaient trop et ne prêtaient pas attention à moi. Je me souviens que je pleurais de faim, car il n'y avait rien à manger, parce que mes parents avaient dépensé leurs derniers 20 $ pour de l'alcool. Quand j'avais 5 ans, les autorités m'ont emmenée. Mes parents n'avaient pas l'air dérangés, car ils n'ont pas essayé de changer pour me récupérer. Une nouvelle famille m'a adoptée. Ils étaient sympas et vivaient dans un joli quartier. Ils travaillaient dur et prenaient soin l'un de l'autre. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, mais rêvaient de fonder une famille. C'est pour ça qu'ils ont voulu m'adopter. Ils ont tout fait pour que je sois bien accueillie, et très vite je me suis sentie comme faisant partie de la famille. 1 an plus tard, ils ont adopté une fille d'1 an, ma cadette, Elisa. Elle était sujette à des crises soudaines. J'imagine qu'elle avait un lourd passé. Parfois, elle avait aussi l'air bien plus mature que son âge. Je pense qu'on avait une relation de sœur normale. C'était beaucoup on s'aime puis on se déteste, mais au fond je l'aimais comme ma vraie sœur. Puis la chance a fini par nous tomber dessus. L'entreprise de mon père a connu le succès. La presse lui a posé des questions, et il y a même eu un article sur lui dans le journal national. La semaine suivante, j'étais surprise de voir que mes parents biologiques m'avaient envoyé une lettre, où ils me disaient à quel point ils regrettaient leur comportement, mais qu'ils avaient eu des périodes difficiles. Ils allaient mieux à présent, et ils voulaient reprendre contact avec moi. Je ne comprenais pas. Alors j'ai montré la lettre à mes parents adoptifs, et ils m'ont dit de suivre mon cœur. J'adore ma nouvelle famille, mais une partie de moi attend toujours mes parents biologiques. Je savais que je devais leur laisser une chance. Ils sont venus chez moi, ils étaient si chaleureux et accueillants, et ma mère biologique n'arrêtait pas de m'enlacer et de m'appeler sa fille chérie. Aussi gênant que ça puisse paraître, ça me plaisait bien.
Ils avaient fait longue route, alors mes parents adoptifs ont proposé qu'ils dînent ici. Puis ensuite, ma mère biologique s'est plainte d'avoir une migraine. Elle souffrait, allongée sur le canapé. Puisqu'il se faisait tard, mes parents adoptifs leur ont proposé la chambre d'amis. Le lendemain, je suis allée dans la cuisine et j'ai vu mon père biologique en train de faire des pancakes, pendant que ma mère biologique parlait à mes parents adoptifs. Je n'arrêtais pas de sourire. C'était génial! Ma sœur est arrivée, mais elle a fait demi-tour dès qu'elle nous a vus. Son comportement désagréable me dérangeait, mais je pensais que c'était de la jalousie, puisqu'elle n'avait plus aucun contact avec ses parents biologiques. Ce soir-là, mes parents adoptifs m'ont dit que si je le voulais bien, mes parents biologiques pourraient passer les vacances d'été ici. J'étais super contente, car j'allais avoir du temps pour apprendre à vraiment les connaître. Elisa ne s'en réjouissait pas. Je l'ai vue se disputer avec ma mère, et j'ai entendu un bout de la conversation. Il y a quelque chose qui cloche chez eux. Elle s'est tue en me voyant. J'ai dû me mordre les lèvres pour ne rien dire. Pourquoi ne pouvait-elle pas juste être contente pour moi? Pendant les semaines suivantes, j'ai passé de super moments avec mes parents biologiques. Peu importe que j'ai 18 ans, je voulais faire tout ce que je n'ai pas pu faire avec eux quand j'étais enfant. C'était génial. Ils semblaient avoir changé. Bon, oui, jusqu'ici ils n'avaient rien payé, car une fois ma mère biologique avait oublié son sac à la maison, et une autre fois, ils avaient eu un problème avec la banque. Mais ce n'était pas grave, je payais tout avec mon argent de poche de l'été. Elisa n'était pas sympa avec mes parents biologiques. Elle leur parlait à peine, et quand c'était le cas, c'était pour faire du sarcasme. Un jour, j'ai donné 20 $ à mon père biologique, car il ne trouvait pas son porte-monnaie, et Elisa a grogné. Ouais, bien sûr, c'est le cas. Je lui ai demandé de s'expliquer et elle m'a dit que je devrais me méfier d'eux, car elle avait vu ma mère biologique essayer les vêtements et bijoux de notre mère, et mon père biologique qui tournait autour du bureau de notre père. Je lui ai demandé d'arrêter d'être verte de jalousie, parce que ça ne lui allait pas du tout. Les vacances d'été se sont terminées et mes parents sont rentrés chez eux. On s'est mis d'accord qu'ils viendraient passer un long week-end chaque mois. Dès qu'ils étaient là, Elisa était odieuse. Elle s'enfermait dans sa chambre et refusait de leur parler. Un jour, la veille de leur départ, mes parents biologiques ont invité mes parents adoptifs à se joindre à eux pour séjourner dans leur ville, pour les remercier. J'ai trouvé que c'était un peu bizarre, car ils étaient ric-rac avec l'argent. Mes parents adoptifs voulaient y aller, mais Elisa n'a pas arrêté de dire à quel point ils ne pouvaient pas se permettre de rater leur rendez-vous professionnel important le lendemain. Et elle a fait un commentaire sarcastique à mes parents, en disant que les gens du vrai monde devaient travailler. Elisa était si méchante. C'était hyper gênant. Mes parents adoptifs ont poliment décliné l'invitation, puis mes parents biologiques sont partis. Le jour suivant, mon père adoptif ne se sentait pas bien. Alors ma mère m'a emmenée au travail avec elle. Apparemment, il était temps que je découvre l'entreprise familiale. Ma sœur voulait venir, mais ma mère a refusé car elle avait été désagréable avec les invités. Elisa était en colère et a dit que mes parents biologiques étaient des escrocs et qu'on était stupide de ne pas le voir. Puis elle est partie en tapant des pieds. Un chauffeur nous a emmenés au rendez-vous. Sur le chemin, une autre voiture nous a foncé dedans. C'était un délit de fuite. On était tous prisonniers de la voiture. C'était terrifiant. Heureusement, l'ambulance est arrivée très vite et nous a tous sortis de là. Ma mère avait une entorse au poignet et moi seulement des coupures et des bleus. Mais les blessures du chauffeur étaient plus graves. La police a mené une enquête et a rapidement trouvé qui se trouvait dans l'autre voiture. C'était mes parents biologiques. Il se trouve qu'Elisa avait raison et qu'ils étaient diaboliques depuis le début. Ils croyaient que mes parents adoptifs étaient dans la voiture. Pas moi. Ils voulaient que mes parents meurent pour me pousser à leur donner l'argent de l'héritage. Heureusement, ils sont maintenant tous les deux en prison. Et avec du temps, le chauffeur s'en sortira. Je n'arrive pas à m'empêcher d'imaginer ce qui se serait passé si mon père conduisait, avec ma mère sur le siège passager, ou si ma sœur était allée avec eux. J'aurais pu tous les perdre. C'est dommage que mes parents biologiques aient brisé ma confiance comme ça. Je regrette de les avoir laissés entrer dans ma vie à nouveau. Je me demande comment ils peuvent être aussi diaboliques. La famille n'est pas toujours le sang et les gènes. Je sais maintenant que c'est beaucoup plus que ça. Je m'inquiète de devenir comme eux. Mais ma famille adoptive me dit toujours que ça n'arrivera jamais, parce que j'ai un grand cœur.
Il va falloir du temps pour que je digère ce qui s'est passé. Mais avec l'aide de ma famille géniale, je sais que j'y arriverai. Salut les amis, c'est encore moi, Maxime. Je vais vous partager la fin de ma merveilleuse histoire. Et croyez-moi, ça en vaut la chandelle. Pour ceux d'entre vous qui sont perdus, dans la deuxième partie, j'ai décidé de passer à l'action avec Vanessa, même en sachant que c'est la petite sœur de mon horrible ex. Et aussi, elle sortait avec cet imbécile de Colin. La seule chose qui importe, c'est qu'elle a aussi des sentiments pour moi. Alors j'ai convaincu Vanessa de mal s'habiller pour que Colin la quitte. Évidemment, mon plan de génie a fonctionné. Puis, on a commencé à sortir ensemble officiellement. Mais je ne voulais pas que Vanessa découvre la vérité sur mon ancienne relation avec sa sœur. Alors, j'ai inventé une histoire ridicule en lui disant que je n'étais pas prêt à voir sa sœur adorée car c'était la méchante fille qui avait fait de ma vie un cauchemar quand j'étais au collège. Bref, Colin a su que Diane était mon ex et maintenant, il menace de tout dire. À moins que je lui organise un rendez-vous avec ma sœur Clara. Je sais, compliqué, non? Je vous jure que ma vie est un véritable feuilleton. Bref, courage petite sœur, car tu vas avoir rendez-vous avec ce mec louche de Colin samedi. Ok, donc le fait qu'elle ait déjà un copain complique un peu les choses. J'imagine que je n'avais qu'une solution. Il fallait que je la piège pour qu'elle aille au rendez-vous. Et Clara adore chanter, mais enfin elle n'a pas l'oreille musicale. Mais elle se prend pour quelqu'un comme Katy Perry. Donc, je me suis dit que le meilleur moyen pour qu'elle aille voir Colin était d'inventer une histoire d'agent chercheur de talent qui serait intéressé par elle. Je lui ai dit que j'avais un ami qui avait un ami qui connaissait un agent chercheur de talent, et que cet agent adorerait dîner samedi avec elle et parler de sa carrière. Au début, elle a levé les sourcils en disant « C'est ça, ouais ». Donc j'ai soupiré longuement avant de répondre. « C'est très difficile pour moi d'admettre que tu as du talent, mais tu en as. Donc que tu ailles voir l'agent ou pas, ça m'est égal », dis-je en haussant les épaules avant de partir. Je n'étais pas bien loin quand elle a crié « Ouais, d'accord, je vais y aller ». Bingo. Je savais que ma sœur ne pouvait pas résister à l'idée de prendre l'avantage sur moi. Malheureusement pour elle, ça n'arrivera jamais. Évidemment, je n'étais pas complètement débile. Colin est un idiot lunatique, donc le moins que je puisse faire était de la suivre discrètement pour m'assurer qu'il ne lui arrive rien. Je me suis assis au restaurant avec mes lunettes de soleil, une fausse moustache et une casquette. Quel maître de la dissimulation! Je devrais me lancer dans l'espionnage. Clara était bien trop occupée à parler d'elle pour me remarquer. Elle ne semblait pas reconnaître Colin comme l'ex de Vanessa non plus. Sûrement parce qu'il avait les cheveux propres et c'était quoi cette odeur d'après-rasage? Je l'ai entendu lui dire. « Donc, vous pensez vraiment que je puisse être chanteuse ?» Colin semblait perplexe, mais il a haussé les épaules et a dit « oui, bien sûr ». Même si elle n'arrêtait pas de parler de chant, il continuait de la draguer. En disant des trucs bateaux du genre qu'elle était jolie tout en caressant son bras. Burk. À un moment, Clara s'est mise à chanter. Colin semblait stupéfait et le serveur qui passait s'est même bouché les oreilles. C'était tellement drôle que je ne pouvais pas m'empêcher de rire bruyamment. Puis elle a dû avoir une illumination sur son identité, car elle l'a regardé de près, s'est levée puis a dit « Attendez un peu, oui, excusez-moi, je dois aller aux toilettes. » En sortant de la pièce en courant, je savais qu'elle se sauvait. Oh non! Si elle faisait ça, Colin dirait tout à Vanessa et ma vie serait anéantie. Donc, je lui ai couru après en criant son nom. Au début, elle m'a regardé bizarrement. Alors, j'ai enlevé mes lunettes de soleil et ma fausse moustache. Elle était en colère, mais je savais que je devais lui dire que Colin me faisait du chantage. J'ai même réussi à faire semblant de pleurer. Au début, elle était furieuse et m'a crié dessus. Beaucoup. Mais ensuite, elle s'est calmée et a souri. Oh oh, ce sourire n'annonçait rien de bon. Elle m'a dit « Ok, j'y retourne, mais tu devras faire tout ce que je dis. » Pendant tout le mois. Je n'aimais pas du tout ça, mais je n'avais pas le choix. Alors j'ai accepté. Elle est retournée à l'intérieur et le rendez-vous semblait bien se passer. Le problème, c'était que maintenant, je n'avais plus à me soucier de Colin, mais de ma sœur. Pourquoi est-ce que je me retrouve dans ce genre de situation? Est-ce que c'est le karma qui se venge pour avoir plaisanté avec tous ces couples? Je devais faire toutes les corvées de Clara, y compris passer le week-end à la maison pour garder la fille des voisins. Ah. Puis j'ai dû envoyer un message à son copain en m'excusant pour la blague de la Saint-Valentin. Petit rappel, c'était avec ma vitesse légendaire et beaucoup de scotch. Mais ça devenait de plus en plus bizarre, car Colin semblait totalement fou de ma sœur. Il lui envoyait des fleurs, puis il lui a envoyé un immense ours en peluche, et il a même envoyé des messages pour m'assurer qu'il ne lui ferait jamais de mal. Ok, c'était bizarre. On aurait dit que ma sœur avait adouci l'ancien Colin bagarreur. Le truc, c'est qu'elle jetait ses fleurs,
Elle a donné l'ours en peluche à la fille des voisins, et puis il était clair qu'elle ne l'aimait pas. Waouh, l'amour peut vraiment faire des dégâts, même à quelqu'un comme Colin. J'imagine qu'il aimait sa froideur envers lui. J'imagine que c'est beaucoup plus un défi que d'être avec quelqu'un d'adorable comme Vanessa. Clara avait commencé à vendre des gâteaux faits maison, vous savez, des cookies et tout ça. Ils étaient durs, brûlés et pas appétissants, mais les gens semblaient les acheter. Alors devinez qui elle a déniché pour faire la livraison? Ah, quelle plaie! Pire encore, un jour j'avais un rendez-vous avec Vanessa. Mais non, il fallait que je livre ces cookies immangeables. Vu comme je suis futé, j'ai trouvé un moyen de m'en sortir. Donc je suis allé chercher Vanessa à la bibliothèque, puis je suis allé faire la livraison. Le plan était de les livrer aussi vite que possible pour pouvoir passer la soirée avec Vanessa. Vanessa s'en fichait. En fait, elle trouvait ça mignon que j'aide Clara. Ah! On est allé à l'adresse de livraison et c'était un salon de manucure. J'ai laissé Vanessa dans la voiture pour courir à l'intérieur. Puis j'ai vu qui était la cliente et oh my god! Juste devant moi se trouvait Diane. Quel choc! J'étais si surpris que j'ai fait tomber la livraison. J'ai marmonné quelque chose en disant que ma sœur la rembourserait, puis je suis parti. Elle m'a pris le bras et m'a dit qu'elle voulait s'excuser sincèrement de m'avoir trompé. Ce n'était pas le moment. C'était gênant. J'ai essayé de retirer mon bras, mais elle s'accrochait. Puis Vanessa est soudainement entrée. J'imagine qu'elle nous avait vus par la vitrine. Elle a crié « Diane, qu'est-ce que tu fais? Laisse-le! Arrête d'être si méchante! Je ne voulais pas croire que tu l'embêtais au collège, mais j'ai la preuve maintenant. » Diane paraissait perplexe en répondant « Qu'est-ce que tu fais là? Et comment ça l'embêter ?» Elle se criait dessus sans comprendre pendant un moment jusqu'à ce que Diane lâche. « C'est mon ex !» Et voilà que deux femmes en colère me regardaient en attendant une explication. Ce serait le moment idéal pour se faire enlever par un alien. Mais je n'ai pas eu cette chance. J'avais des choses à expliquer, alors on est allé dans le café d'à côté et j'ai avoué que Diane était bien mon ex. Mais je l'avais seulement su après être sorti avec Vanessa. Donc j'avais menti car je ne savais pas comment gérer cette situation gênante. Je les ai suppliés de me pardonner. J'avais si peur que je ne quittais pas les yeux de la table. Mais ensuite, j'ai entendu des rires. Diane s'est mise à rigoler. C'est la chose la plus stupide que j'ai entendue. Oh là là, Maxime. Vanessa a ajouté. D'accord, ça fait sens puisque c'est aussi lui qui a trouvé le plan ridicule de rompre avec mon ex en faisant semblant d'être moche. Il a vraiment un talent particulier pour résoudre les problèmes. Ok, donc je ne pensais pas du tout qu'elle trouverait ça drôle. Mais au moins, elle ne m'en voulait pas. Au final, j'ai eu les excuses de Diane et tout va bien maintenant. Je peux sortir avec Vanessa librement aussi. Il se trouve que la vie est beaucoup plus simple quand on ne s'enfonce pas dans des mensonges. Quant à Colin, eh bien, il n'embête plus Vanessa, car il court toujours après ma sœur. Je pense qu'il peut avoir sa chance avec elle, car elle a rompu avec son copain, car cet imbécile lui posait tout le temps des lapins pour sortir avec ses amis. Même si j'ai vu une facette différente de Colin, je ne sais pas comment je me sentirais si c'était mon beau-frère un jour. Ah, mais oui, je reste avec ma copine, donc tout se termine bien. Quant aux blagues, je ne peux pas promettre que je n'en ferai pas une ou deux de temps en temps à l'avenir. Mais je promets de ne plus jamais m'en prendre au couple amoureux. J'ai appris la leçon. Salut à tous, je m'appelle Candice. Ma petite taille et mon air enfantin font penser que je suis une enfant. Mais les apparences sont parfois trompeuses. J'ai en fait 34 ans. Je sais que ça a l'air dingue, mais c'est à cause de ma maladie très rare. Le syndrome de Turner. C'est une maladie uniquement féminine. Ça veut dire que j'ai seulement le chromosome X. Et en conséquence, je fais plus jeune que mon âge. Et je fais la même taille qu'un enfant de 11 ans. Alors même si je suis adulte, on me prend pour une enfant. Vous devez vous dire que c'est une bonne chose. Oui, je peux faire des folies dans les magasins de bonbons sans attirer l'attention. Mais à part ça, avoir l'air beaucoup plus jeune que mon âge est difficile à vivre. Je suis l'aîné de 3 enfants. Mon frangin Jérémy et ma sœurette Diana sont plus jeunes que moi. Mais à cause de ma maladie, ils ont l'air plus âgés que moi et ils sont plus grands que moi. Je vais vous parler de quand j'avais 16 ans et que mes parents se sont rendus compte que non seulement j'avais l'air plus jeune que Diana, mais qu'en plus j'étais plus petite. Je me suis dit que c'était rien et je grandissais moins vite, voilà tout. Mais ma mère n'était pas du même avis, alors elle m'a emmenée voir 7 médecins différents. Et puis voilà, l'un d'eux m'a dit que j'avais le syndrome de Turner. Évidemment, ni moi ou ma famille n'avions entendu parler de cette maladie avant. Enfin, je veux dire, une maladie qui vous rend jeune éternellement. On dirait un truc tiré d'un film. Du calme, je suis pas en train de mourir ou autre, mais ça veut dire que je n'aurai jamais l'air d'une adulte. Je me rends compte que les gens dépensent beaucoup pour avoir l'air jeune, et moi, j'ai l'air jeune sans rien faire. Mais croyez-moi,
Avoir l'air d'une enfant quand vous êtes adulte peut devenir un problème. Par exemple, le lycée fut un cauchemar. J'avais cette amie, Alice. Au début, on était quasiment inséparables. Mais plus le temps passait, et elle vieillissait, mais pas moi. Elle m'a rejetée, et s'est mise à se moquer de moi comme les autres filles. Elle faisait exprès de faire des pleurs de bébé quand je passais devant elle. Et l'une d'elles avait même mis une poupée dans mon casier, avec une photo de moi dessus. J'ai arrêté d'être l'amie d'Alice après ça. Et je regardais avec tristesse les autres filles de mon âge qui commençaient à sortir avec des garçons. Mais aucun garçon ne m'a jamais remarqué. Vraiment, ils ne me remarquaient pas du tout. Surtout les grands. Et pour le peu qui baissaient les yeux et me voyaient, eh bien, ils faisaient des blagues ringardes du genre « Hé Candice, il fait quel temps en bas ?» Et « Il faut que quelqu'un appelle la maternelle car une enfant s'est échappée. » Même pendant les pires taquineries, Diana et Jérémy ont toujours été là pour moi. Ils me réconfortaient quand j'étais triste. Et ils m'attrapaient la boîte de cookies sur l'étagère du haut. Je suis peut-être petite, mais je suis déterminée. Alors j'ai réussi à aller à la fac et j'ai fini par avoir un diplôme d'enseignement. Lors de mon premier jour à mon nouveau poste, j'étais très nerveuse. Mais je me suis rassurée en me disant que je pouvais le faire. En me voyant pour la première fois, mes élèves étaient surpris et très confus. L'un d'eux a dit « Excuse-moi jeune fille, tu es perdue ou quoi? Où est ta maman ?» Waouh, l'audace de cette fille! Elle avait vraiment dit ça? J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit « Non, je suis votre prof. J'ai peut-être l'air d'une fille de 11 ans, mais je vous assure que ce n'est pas le cas. » Ils ont tous pouffé et rigolé, et un élève a dit « Ouais, c'est ça. » Alors j'ai montré ma carte d'identité à la classe. Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire en les voyant un par un regarder ma carte avec un air choqué. Splendide! Durant mon premier cours, j'ai parlé à mes élèves du syndrome de Turner pour qu'ils puissent comprendre. Après ça, ils me respectaient. Sauf ce garçon qui se prenait visiblement pour le comique de la classe. Puis il a dit « Vous savez, la prochaine fois, vous devriez mettre un costume de chipmunk ou d'elfe, car ça vous irait à merveille. » Toute la classe a rigolé. Alors je l'ai collé pendant 4 semaines. Je peux vous dire que plus personne ne rigolait après ça. Et personne n'a refait de remarques sur ma maladie. Un jour à la cantine, j'étais dans la salle pour les profs quand le prof de sciences, Henri, est venu et s'est assis à côté de moi. Puis a souri en disant « Salut, comment ça se passe ta première semaine ?» Quel canon! Mes jambes ont flanché instantanément. On s'est mis à parler de ma maladie et il était adorable. Ça m'est égal, je connais le syndrome de Turner. Ça n'a pas d'importance parce que je t'apprécie. Ça fait partie de toi. Ces mots faisaient chavirer mon cœur. Il était si sincère et gentil. On a commencé à se voir plus souvent, puis on est sortis ensemble. Ne le dites à personne, mais parfois je le trouvais si irrésistible que je ne pouvais pas m'empêcher de l'embrasser dans le placard de ménage. Bien sûr, ma maladie nous causait des problèmes. Une fois, j'étais avec Henri dans un bar. J'ai demandé au barman si je pouvais avoir une vodka. Il a dit « Désolé ma petite, t'es trop jeune pour boire de l'alcool. » Même quand je lui ai montré ma carte d'identité, il refusait de me servir. Incroyable! Une autre fois, on s'embrassait sur un banc au parc. C'était si romantique. Jusqu'à ce qu'une vieille femme nous crie dessus. « Espèce de pervers! Comment pouvez-vous embrasser une petite fille ?» Pire encore, 2 policiers sont arrivés et j'ai dû me justifier. Et leur montrer ma carte d'identité. Heureusement, ils m'ont cru. Et Henri n'a pas été arrêté. Mais la vieille femme continuait de regarder Henri avec mépris. Puis, juste au moment où je me disais que ça ne pouvait pas être plus gênant, on est entré dans un magasin. Henri venait de me passer des céréales que je ne pouvais pas atteindre. Quand j'ai entendu quelqu'un derrière moi. « Candice, c'est toi ?» Oh mon Dieu, je connaissais cette voix. Je me suis retournée et, oui, c'était mon ancienne amie d'enfance, Alice. Elle a souri et a dit « Waouh, tu n'as pas du tout changé. Mais je ne suis pas étonnée, tu ne changes jamais. » J'ai répondu « Tu n'as pas quelque chose à faire? Je suis avec mon copain là. » Elle a eu l'air surprise en voyant Henri. « Attends, tu sors avec elle? Elle est pas, un peu petite pour toi ?» Il a haussé les épaules et lui a dit « Je me fiche de ce que tu penses d'elle, car c'est la femme la plus merveilleuse que j'ai jamais rencontrée. » Elle a repoussé ses cheveux en arrière et a dit « Pourquoi tu ne sors pas avec quelqu'un de ta taille? Enfin, regarde-moi par exemple, je suis super sexy. » Ouais, de loin sûrement, dis-je en roulant des yeux. Tout le monde dans le magasin s'est mis à se moquer d'elle. Et maintenant, c'est elle qui était gênée. Vous savez ce qu'on dit? La vengeance est un... Enfin, vous connaissez la suite. Malgré tout ce cirque, Henri est resté avec moi et a continué à me soutenir. Il a même organisé un rendez-vous pour que nos familles se rencontrent. On s'est rencontrés dans un restaurant. Quand les parents d'Henri m'ont vu, ils étaient assez surpris. Sa mère m'a enlacée, mais son père m'a regardé froidement. Mes parents n'ont pas arrêté de poser des questions à Henri, pendant que Diana et Jérémy parlaient sport avec les sœurs jumelles d'Henri.
Tout allait bien jusqu'à ce que soudainement, le père d'Henri frappe du poing sur la table en disant « Je n'en peux plus. Vous ne devriez pas sortir avec mon fils, il est trop bien pour vous. Votre petite taille va lui gâcher la vie. » J'essayais de garder mon calme, mais au fond de moi, c'était tellement blessant que je n'avais pas les mots. Henri est intervenu en disant « Ça suffit, papa. Tu ne peux pas traiter les gens comme ça juste parce qu'ils sont différents. Tu devrais avoir honte. » Puis il s'est agenouillé et a sorti une bague de sa poche. « Candice, je t'aime et je t'aimerai toujours. Alors, me ferais-tu l'honneur de devenir ma femme ?» Au début, j'étais bouche bée. Mais ensuite, j'ai retrouvé mes mots et j'ai dit « Oui, 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 je veux t'épouser. » Je pleurais de joie et ma famille et sa mère applaudissaient et s'enlaçaient. Mais ensuite, le père d'Henri a secoué la tête, dégoûté, puis est parti en vitesse. Le jour de notre mariage, le père d'Henri a refusé de venir. Je me sentais mal pour Henri, mais il m'a dit qu'on ne devrait pas laisser le mauvais choix de son père gâcher ce jour parfait. J'allais avancer vers l'hôtel quand son père a surgi dans la pièce. Oh non, allait-il ruiner la cérémonie ? Tout le monde le fixait, et je pensais que j'allais m'évanouir à cause du choc. Mais ensuite il a dit « Je suis désolé d'avoir agi comme ça. J'ai eu tort de vous juger à cause de votre maladie. J'aimerais beaucoup assister à la cérémonie, si vous le voulez bien. » J'ai crié « Oui, bien sûr. Asseyez-vous. » Le jour de notre mariage fut magique, ainsi que notre vie à deux. Tout se passe toujours bien entre Henri et moi, et je suis aujourd'hui plus heureuse que jamais. J'ai peut-être l'allure d'une enfant, et oui, ma maladie ne s'en ira jamais. Mais ma vie d'adulte est superbe. Et tout ça grâce aux personnes géniales qui m'entourent. J'ai beaucoup de chance d'avoir leur soutien. Et avec eux à mes côtés, je me suis trouvé une force intérieure et je peux affronter tous les obstacles sur mon chemin, peu importe leur taille. Salut, je suis Céline et je crois que tout ce que j'ai toujours souhaité, c'est que quelqu'un tienne à moi. Vous voyez, quand j'avais 5 ans, j'ai eu un accident de voiture. Un conducteur ne s'est pas arrêté au carrefour et a écarté la voiture de mes parents en dehors de la route. L'homme est sorti de sa voiture sans une égratignure et est venu à notre secours. Mes parents étaient alors tous les deux inconscients et je n'arrivais pas à les réveiller. Je me souviens avoir crié quand j'ai été enlevée de la voiture par cet homme. Puis la voiture a pris feu et très vite, il y a eu un boom, avec mes parents encore à l'intérieur. L'homme a dit à la police qu'ils étaient déjà morts quand il m'avait sauvée. J'imagine que je ne saurais jamais si c'était vrai ou pas. Je suis allée vivre avec ma seule famille, ma tante Suzanne. Elle ne parle pas beaucoup, et je ne me suis jamais sentie la bienvenue chez elle. Je ne pense pas qu'elle soit mauvaise ou autre. Elle aime juste que les choses soient faites à sa manière, et j'ai de toute évidence fait foirer ça. Je crois qu'elle a fait le choix de ne pas se marier et de ne pas avoir d'enfant pour cette raison. Elle aime bien trop sa propre compagnie. J'ai passé mon enfance à voir un psychiatre quotidiennement. En fait, j'y vais même toujours. Je pense que ce n'est pas surprenant, j'ai perdu mes 2 parents. Malgré tout, je veux être normale et ne pas me sentir comme un monstre. En plus des souvenirs douloureux et du sentiment d'être seule au monde, la perte de mes parents a engendré un ESPT, qui est un état de stress post-traumatique. Je ne peux pas m'approcher du feu. Même la flamme d'un briquet me fait paniquer. Ma tante vit dans une grande maison, dans laquelle on gèle en hiver. Elle avait auparavant une cheminée, mais avec ma peur du feu, elle l'a faite combler. Les enfants ont arrêté de m'inviter à leur fête d'anniversaire, car je ne peux pas m'approcher de bougies. Je ne peux pas aller en cours de physique-chimie quand on utilise des becs benzène. Je ne peux pas faire griller des chamallows à un feu de camp, ou être dans la cuisine quand ma tante utilise la cuisinière. Je ne regarde pas beaucoup de films ou de séries, au cas où des flammes ou du feu seraient montrés. Si je vois quelqu'un allumer une cigarette, je m'éloigne rapidement aussi loin que possible. Une fois, ça m'a fait paniquer et je me suis retrouvée sur la route. Une voiture a failli me renverser, à quelques centimètres près. Il y a environ 6 mois, un garçon du nom de Baptiste est arrivé dans mon établissement. Il était en 3e, il avait donc 1 an de plus que moi, et il était très mignon et sympa. J'ai été immédiatement attirée par lui, mais je n'aurais jamais pensé qu'il serait intéressé par moi. Après tout, j'étais la fille monstrueuse qui ruinait les fêtes d'anniversaire. À ma surprise, Baptiste me montrait de l'intérêt. On s'entendait très bien et on s'est mis à se fréquenter. Je lui faisais confiance, donc je lui ai parlé de mon passé et de mon ESPT, et il était très compréhensif. Au début, il était adorable et protecteur avec moi. Quand l'un des enfants à l'école a fait une blague pas drôle, en m'appelant Burnout, il lui a crié dessus. Aussi,
Quand il m'a emmenée dans un joli restaurant, il a téléphoné auparavant pour demander de ne pas sortir de bougies. Non seulement j'avais mon premier vrai copain, mais il était aussi extrêmement gentil et attentionné. J'étais folle amoureuse de lui. Puis, les choses ont commencé à changer. Un jour, je parlais à un ami près des casiers, quand Baptiste est arrivé en courant pour m'éloigner. Il s'est vraiment énervé et m'a accusé de le tromper avec mon ami. J'ai rigolé, parce que c'était ridicule. Ça l'a rendu encore plus furieux. Après l'école, il s'est excusé et m'a invité chez lui. Je croyais qu'il était désolé, donc j'ai accepté de venir avec lui. J'étais allongée sur son lit et pianotais sur mon téléphone quand son humeur a totalement changé. Il a verrouillé sa porte et se tenait devant pour que je ne sorte pas. Je lui ai demandé ce qui se passait. Il a reparlé de ce qu'il s'était passé au casier et a dit que je l'avais humilié et que je ne l'aimais pas. Je lui ai dit qu'il se trompait et que je l'aimais. Il a rigolé, puis il a sorti une boîte d'allumettes de sa poche. Je me suis tout de suite sentie mal. Je voulais sortir de la pièce, mais je savais que je ne pourrais pas le repousser. Je l'ai supplié de ranger les allumettes. À ce moment-là, je sanglotais de manière incontrôlable. Il a encore rigolé et m'a dit que j'avais besoin d'une leçon. Puis il a allumé une allumette et l'a lancée devant moi. J'ai mis mes mains sur mon visage et me suis accroupie au sol. Je l'ai supplié d'arrêter, mais il continuait d'allumer des allumettes et de les lancer vers moi. Je me suis mise en boule et essayais de penser à autre chose. Mais j'avais l'impression d'être à l'accident où mes parents sont morts. C'était horrible. Il est sorti de la pièce, puis quelques minutes plus tard, il est revenu avec un verre d'eau. Il me l'a tendu, puis a mis son bras autour de moi et m'a parlé pour me rassurer. Il a dit que je l'avais poussé à faire ça, mais que tant que je me comportais bien, il n'aurait plus à me donner de leçons. Je savais que ce qu'il avait fait n'était pas bien, mais je l'aimais, et la peur de le perdre me terrifiait. Je me suis excusée, et il m'a pris dans ses bras en me caressant les cheveux. Après ça, tout s'est bien passé pendant un temps. Je me suis mise à éviter mes amis garçons, car je ne voulais pas mettre Baptiste en colère. Je me suis dit que ce qu'il avait fait s'était produit juste une fois, et qu'il ne le referait pas. Malheureusement, j'avais tort. Une fois, j'étais en retard pour un rencard du soir avec lui, et une autre fois, mon prof de maths m'a souri dans le couloir. Ces deux choses l'ont conduite à m'enfermer dans une pièce et à me jeter des allumettes à nouveau. Il me réconfortait toujours, après en me disant qu'il faisait ça pour mon bien. J'étais toujours stressée et agitée, car je ne savais pas quand son humeur changerait brusquement. Mon amie a compris que quelque chose n'allait pas, et elle m'a demandé d'en parler, mais j'avais trop peur pour lui avouer. Tout ça devenait trop lourd pour moi. J'ai donc essayé de rompre avec Baptiste. Mais ce soir-là, il m'a appelée pour me dire de regarder par la fenêtre de ma chambre. Il se tenait dans mon jardin avec un briquet dans la main. Il m'a dit que si je ne me remettais pas avec lui, il s'immolerait. Puis il a commencé à brûler sa main. Je me suis accroupie sous ma fenêtre en le suppliant d'arrêter. Il m'a dit qu'il arrêterait uniquement si je revenais avec lui. Je l'ai donc fait. Je suis toujours avec Baptiste, car j'ai peur que si je le quitte, il me fera du mal, ou bien à lui-même avec du feu. Ces dernières semaines, il a été très adorable et gentil avec moi. Peut-être qu'il a changé ? S'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. Je ne sais pas quoi faire. Devrais-je rester avec Baptiste et essayer de... Salut, moi c'est Emma. J'avais une vie de lycéenne sympa, car j'ai toujours été populaire. J'adore être au centre de l'attention. Tous les garçons veulent sortir avec moi, et toutes les filles rêvent d'être moi. Être populaire est le meilleur sentiment au monde. Je détesterais passer inaperçue. Ça doit être horrible. Quand j'entre en classe avec ma meilleure amie Sarah, tout le monde me remarque. Je me fais siffler par les mecs et je reçois des regards jaloux des filles non populaires. Sarah n'aime pas l'attention. Elle est très maladroite et aussi silencieuse qu'une souris autour de personnes qu'elle ne connaît pas. On est meilleures amies depuis la maternelle, mais si ça n'avait pas été le cas, je doute qu'on serait amies tout court. Être amie avec Sarah ne me fait pas perdre en popularité, car elle a un atout à son avantage. Elle est super jolie. En fait, j'ai toujours été secrètement envieuse de son teint sans défaut et de ses longs cheveux couleur noisette. Heureusement pour moi, les mecs ne remarquent pas Sarah comme ils me remarquent, à cause de sa maladresse qui la rend quasi invisible. La vie était cool. J'étais jolie, populaire, j'avais une meilleure amie qui buvait mes paroles et je sortais avec le mec le plus populaire du lycée. Jason avait 1 an de plus que moi.
Il était super canon. Et c'était lui qui m'avait demandé de sortir avec lui. Les choses ont commencé à se compliquer quand j'ai rencontré un mec nommé David l'an dernier. Il était naze, discret et avait plein d'acné. Burk. Mon prof de sciences, qui était très jaloux de moi, nous a mis ensemble pour un projet. Je n'avais pas le choix de travailler avec lui sur ce projet. Mais étonnamment, on est devenus de bons amis après ça, car il se trouve qu'il est drôle, agréable et qu'on adore tous les deux les mêmes films d'horreur ringards. Après ça, on est devenus amis, même si son statut non populaire m'obligeait à ne pas dévoiler cette amitié. Je ne pourrais jamais m'asseoir à côté de lui en classe, ou quelque chose comme ça. Puis mes amis ont entendu une rumeur disant que David en pinçait pour moi, et ils n'arrêtaient pas de me taquiner avec ça. David rougissait et se contentait de rigoler. Je parie que ça lui plaisait. Pauvre petit David, comme s'il avait une chance avec moi. Puis j'ai dit haut et fort en criant « Mais vous êtes fous ou quoi? J'ai déjà un petit ami. Arrêtez vos blagues débiles. Ce n'est pas drôle. Est-ce que je dois me tenir loin de tous les mecs maintenant ?» Quelques jours plus tard, David a posté une photo sur son réseau social de lui avec une fille. La légende au-dessus indiquait « En sortie avec ma belle petite amie ». Je me sentais bien au début, puisque ça voulait dire que je n'aurais plus à me soucier qu'il en pince pour moi. Puis ensuite, c'était stupide, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à lui et cette fille. Alors j'ai fini par épier sa page. Il ne m'a pas fallu longtemps pour trouver que cette fille était la meilleure amie de sa sœur et que la photo avait été prise lors d'une fête de famille. Ce n'était pas sa petite amie. En fait, elle sortait avec quelqu'un d'autre. J'imagine qu'il avait rendu la photo visible uniquement pour moi. Bizarre. Je me sentais bien de savoir qu'il m'aimait assez pour générer tout ce mensonge. Alors j'ai décidé d'utiliser ses sentiments à mon avantage. Pendant la récré, je lui ai demandé d'aller me chercher un Coca Zéro, ce qu'il a fait sans hésiter. Il m'a même pris ma barre chocolatée préférée en plus. Et j'ai fait exprès de faire une scène en disant que je ne pouvais pas la manger car je ne voulais pas grossir. Quand Jason était à son entraînement de basket, j'ai envoyé un message à David en lui demandant de venir me chercher pour m'amener en ville. Je l'ai emmené dans les magasins avec moi. Je le faisais attendre pendant que j'essayais plein de robes sexy en lui demandant ce qu'il en pensait. Quelques semaines plus tard, Jason m'a quittée pour aller avec une fille de la fac. Comment a-t-il pu oser me quitter? Sarah était très compréhensive et m'a dit que je trouverais quelqu'un de mieux. J'imagine que David a vu ça comme une occasion de m'avouer ce qu'il ressentait. Il a mis une carte dans mon casier. Il y avait à l'intérieur 2 places pour une séance du film Us. J'ai entendu quelqu'un tousser et me suis retournée. Il se tenait là. Emma, je te trouve belle et géniale et je me demandais si tu voudrais bien sortir avec moi, dit-il en montrant les 2 places. David était adorable, mais j'étais bien trop populaire pour sortir avec quelqu'un comme lui. Je lui ai dit qu'il était sympa et tout, mais qu'il n'était pas assez canon et doué pour moi. Puis je lui ai rendu ses places et sa carte. Il avait l'air dévasté, et je me suis sentie un peu mal, surtout que les autres se moquaient de lui en passant à côté. David a essayé de m'éviter après ça, mais j'ai commencé la conversation en premier et lui donnais des ordres comme si rien ne s'était passé. Il avait l'air un peu triste, mais bon, au moins je lui montrais ma bonne volonté de le reprendre comme ami. Il devrait s'en réjouir. Et je savais qu'il était content en voyant son sourire dès que je l'appelais. Puis les vacances d'été sont arrivées et il est parti en camp de sciences. Mais cette chose étrange s'est passée. J'ai découvert que David me manquait. Et je pensais beaucoup à lui. Jason a quitté cette fille de la fac et peu après m'a demandé de le reprendre. Et j'ai dit oui. J'imagine qu'il a réalisé qu'aucune fille ne m'arrivait à la cheville. Puis un jour, j'ai eu un message de David disant « Le camp de sciences est super, mais ça me manque de parler avec toi. J'espère que ça va. » C'était tellement adorable. Jason ne m'avait jamais demandé une seule fois comment j'allais. Je me sentais mal d'avoir été si méchante avec David, mais j'étais contente qu'il me reparle. Je lui ai répondu « Tout va super bien car je suis de nouveau avec Jason. Je suis contente que le camp te plaise. Essaye de ne pas trop faire le geek, lol. » Puis le jour de la rentrée est arrivé, et je dois avouer que j'étais secrètement super contente de revoir David. À ma surprise, il est revenu avec un look totalement nouveau. Il était plus grand, sa peau allait mieux, et waouh, il était devenu canon! David est passé du mec invisible à populaire en quelques jours. Toutes les filles craquaient pour lui. Même Sarah.
Elle m'a demandé de l'aide pour avoir un rencard avec lui, puisque j'étais son amie. Je ne voulais pas le faire, mais je ne pouvais pas lui avouer qu'il me plaisait aussi. Donc j'ai accepté. Qu'importe, je n'étais pas inquiète de toute façon, puisque je croyais que David n'avait Dieu que pour moi. Tout le monde m'a toujours comparée à Sarah en disant qu'elle est plus jolie et plus sympa. Mais David n'en pensait pas pour elle, mais pour moi. Et elle verrait par elle-même que cette fois, ce serait moi la gagnante. Mais oh oh, mon plan a mal tourné. Très mal. Leur rencard s'était bien passé. Et maintenant, à mon grand regret, ils sortent toujours ensemble. Après chaque rencard, Sarah me raconte toutes les attentions romantiques de David. Un jour, il est venu avec un bouquet de roses jaunes pour elle. Je suis si jalouse. Je veux avoir des rencards comme ça, moi aussi. Et pas simplement manger au fast-food quand Jason a terminé son entraînement de basket en guise de rencard. J'en ai marre du comportement détaché de Jason. Il s'en fiche de moi. Et je sais qu'il écrit à d'autres filles, car j'ai entendu ses amis le taquiner à propos de ça. Je n'aurais pas dû jouer avec les sentiments de David comme ça. Maintenant, je dois le voir avec ma meilleure amie, alors que je suis bloquée avec un petit ami nul. Je ne sais pas quoi faire. Devrais-je me taire et laisser Sarah et David être heureux ensemble, alors que je suis malheureuse avec Jason? Ou devrais-je avouer mes sentiments à David et voir ce qu'il se passe? Salut, moi c'est Anne. Halloween était la fête que je redoutais le plus dans l'année. Quand j'étais au collège, j'habitais dans une petite ville. Chaque année, il y avait un champ de citrouilles marrant avec un labyrinthe effrayant. La boulangerie du coin donnait des cookies en forme de chat et de fantômes, et tout le quartier décorait à fond, et s'assurait d'avoir plein de bonbons pour la tournée des enfants. Avec mes amis, on passait des semaines à préparer notre costume, et on pouvait se déguiser en ce qu'on voulait. C'était parfois un squelette, et c'était parfois une princesse Disney version horreur. C'était tellement bien. Mais maintenant, Halloween me rappelle un mauvais souvenir. Ma famille a déménagé en ville quand j'ai commencé le lycée. Et les jeunes étaient complètement différents ici. Tout le monde semblait plus se soucier de leur allure, et la vie semblait plus tape à l'œil. Je ne correspondais pas à ce nouvel environnement. Mes vêtements sans marque, et mes cheveux en bataille me rendaient quasi invisible. Après quelques semaines où je me suis sentie comme une véritable étrangère, je suis rentrée chez moi en larmes. J'ai dit à mes parents que je n'arrivais pas à m'adapter, et que je voulais retourner dans notre ancienne ville, et retrouver mes anciens amis. Mes parents ont tenté de me convaincre que le système éducatif était très bon ici et que je devrais essayer de m'adapter à ma nouvelle vie. Ma mère s'était fait une nouvelle amie qui possédait un salon de coiffure. Alors elle s'est dit que ce serait une bonne idée qu'on y passe la journée ensemble à se faire belle. Mon père nous a conduits au salon. Elles ont transformé mes longs cheveux bruns ternes en des cheveux noisettes brillants mi-longs. Elles m'ont mis de l'auto-bronzant pour que j'aie un teint naturellement hâlé. Elles ont épilé mes sourcils broussailleux à la cire et m'ont montré comment me maquiller. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu le reflet d'une inconnue. Je n'avais plus l'air de la fille de la campagne. J'étais tellement glamour. Mon père est venu nous chercher et nous a emmenés au centre commercial. Ma mère m'a aidé à choisir de nouveaux vêtements pour le lycée. Puis mon père a sorti son porte-monnaie pour payer et j'ai vu une expression d'inquiétude sur son visage. Je savais qu'ils avaient dépensé beaucoup d'argent aujourd'hui et je me sentais mal. Ma mère avait l'air heureuse par contre. Elle n'arrêtait pas de me complimenter sur mon nouveau look. Je pensais qu'elle en rajoutait. Mais c'était quand même sympa de ne plus être invisible. Quand lundi est arrivé, je marchais le long du couloir, et tous les yeux semblaient rivés sur moi. Au début, je pensais que j'avais quelque chose de travers. Est-ce que j'avais un post-it naze collé dans le dos ou quoi? Des mecs que je ne connaissais pas restaient bouche bée devant moi, et des filles qui m'ignoraient avant me jetaient des regards noirs. Très vite, tout le lycée connaissait mon nom. Je n'étais plus seule, car plein de garçons voulaient s'asseoir avec moi pour déjeuner. C'était sympa de ne pas avoir à manger mes sandwichs toute seule à une table. Chaque matin, il y avait des messages mignons collés sur mon casier. Parfois, quand je l'ouvrais, des tas de lettres et de cartes tombaient par terre. Aussi flatteur que ça peut être, ces compliments clichés ne m'impressionnaient pas. J'en avais un peu marre de refuser les rencarts encore et encore. Je voulais des amis, pas des rencarts. Mais aucune des filles ne m'appréciait. Quand Joris, ce garçon populaire, a demandé de se mettre avec moi pour un projet en anglais, j'ai dit oui pour être sympa. Le problème, c'est que les filles cool étaient jalouses. Alors elles m'ont bien fait comprendre qu'elles ne m'aimaient pas. Elles étaient assez intelligentes pour ne pas m'attaquer devant une foule, car elles savaient que j'étais populaire, du moins avec les mecs. Elles ont découpé mon short de sport. J'ai donc dû courir autour du stade avec mon jean super serré. Elles ont cassé mon casier et ont versé de la peinture rouge dedans, pour que ça ait l'air d'une scène de crime. Pire encore, j'en avais sur mon pantalon.
Et ça ressemblait à du sang de règle. J'ai donc dû manquer les cours pour vite rentrer chez moi me changer. Elles ont même chopé ma trousse de maquillage dans mon sac et ont détruit mon rouge à lèvres préféré. Ça m'a officiellement mise en colère. Vous savez, détruire le rouge à lèvres d'une fille, ça veut dire que ça devient sérieux. Je savais que leur faiblesse, c'était les mecs. Alors j'ai accepté de sortir avec les mecs cool. Tous. Je suis allée au cinéma avec Joris, au parc d'attractions avec Benoît, et j'ai demandé à Damien de m'aider à ranger mes affaires, devant les filles cool. Je leur ai dit que je voulais juste voir lequel était le bon pour moi, et que ces garçons stupides me feraient la cour dans tous les cas. Voyant la colère des filles, je savais que j'avais atteint mon but. Mais les choses ne sont pas aussi simples que je le pensais. Des rumeurs sur moi se sont répandues au lycée, et je sais que ces méchantes filles sont les coupables. Je vole les copains des autres. Je suis une gamine élevée par un vieux plein aux as. Je suis si bête que je triche au contrôle, et que je paie quelqu'un nommé Zara pour faire mes devoirs. C'est ridicule au point que cette Zara a même tout confirmé. Je ne lui ai jamais parlé une seule fois. À cause de ces rumeurs, même les mecs ont commencé à m'ignorer. Avoir des gens qui me dévisagent et parlent sur moi était bien pire que d'être invisible. À Halloween, il y avait un bal de costumes au lycée. J'étais super contente mais aussi nerveuse. À cause de la situation difficile, j'ai décidé de simplement me déguiser en vieille sorcière mystérieuse. Quand je suis arrivée dans le hall, tout le monde m'a regardée et a rigolé. Ils se sont mis en rang en laissant un passage qui conduisait à l'intérieur. Interloquée, j'entrais à l'intérieur. Puis j'ai réalisé qu'au milieu du hall, il y avait moi. Il y avait en fait 3 mois ici. Les 3 filles cool portaient des masques avec des caricatures cartoon effrayantes de mon visage. Au dos de leur t-shirt, mon nom était écrit. Quand elles se sont retournées pour me regarder, elles ont fait semblant de crier de peur puis ont rigolé. J'ai réalisé que sur le devant des t-shirts étaient écrits les mots « immorale »,« fausse » et « débile ». On aurait dit que les projecteurs n'éclairaient que moi. Et tout le hall semblait me tourner autour en rigolant. J'étais là, pétrifiée et en colère au milieu du hall, incapable de faire quoi que ce soit. Ça ressemblait à une chasse aux sorcières, et mon costume n'arrangeait pas la situation. Mais soudainement, une voix a surgi derrière moi. « Arrêtez ce jeu débile maintenant !» Je me suis retournée et j'ai vu Joris. « Vous cachez derrière le visage des autres, ça vous correspond bien !» leur a dit Joris. Puis il m'a pris la main et m'a emmenée ailleurs. Pour la première fois de ma vie, j'ai senti mon cœur palpiter. Il est si viril et attirant. Tout à fait mon style. Pourquoi ne l'avais-je pas remarqué avant ? Il se trouve que je n'avais plus besoin de me préoccuper de personnes qui n'avaient aucune importance pour moi. Je devais me focaliser sur les choses qui comptaient vraiment. Maintenant, Joris et moi sommes officiellement en couple. Il est si adorable et attentionné. Les autres filles sont toujours méchantes, mais je les ignore simplement. Leurs actes cruels m'ont aidé à trouver l'homme parfait. C'est donc elles qui ont perdu, et pas moi. Salut, je suis Sarah, et j'ai le béguin pour Arnaud depuis toujours. C'est de loin le garçon le plus sexy de mon école. Chaque fois que je le vois, mon cœur bat la chamade. Il est tellement irrésistible. Le problème, c'est que la beauté de Arnaud n'était pas passée inaperçue des autres filles de l'école. Alors naturellement, il sortait avec la fille la plus populaire en 2e année, Émilie. C'était une de ces filles fausses et ennuyeuses. Elle était terriblement gentille avec toi, et pourtant elle aimait répandre des ragots méchants sur les autres filles dans leur dos. Ce n'était pas juste. D'accord, je n'avais pas les cheveux brillants et la peau parfaite comme Émilie, mais j'étais tellement plus gentille qu'elle. Le problème, c'est que peu importe la quantité de maquillage que je portais, la beauté de ma tenue ou le nombre de fois où je tombais accidentellement exprès sur Arnaud dans le couloir, je restais invisible pour lui. Je déteste regarder Émilie avec Arnaud. C'était vraiment nul. Les choses ont changé quand je me suis retrouvée coincée en tant que partenaire de projet avec ce garçon appelé Eric. Eric était calme et pratiquement un grand geek. Mais étonnamment, il était le meilleur ami de Arnaud depuis la 7e année. Ok, Eric n'était pas si mauvais. C'était en fait un gars très gentil. C'est juste que ce n'était pas Arnaud. Nous avons eu notre première réunion de projet dans le café au coin de l'école. Quand je suis arrivée là-bas, il m'avait déjà commandé un latte écrémé, la boisson de mon choix. Quand je lui ai lancé un regard surpris, il a rougi et a marmonné quelque chose comme comment il m'avait vu le commander auparavant. Nous avons passé l'heure suivante à travailler sur notre projet, puis il m'a acheté un autre latte et un gâteau. Bon, il s'est avéré que Eric était assez drôle. Nous nous sommes très bien entendus, et le fait d'être avec lui m'a permis de me sentir un peu plus proche de Arnaud. Après tout, c'était son meilleur ami. Alors que nous nous apprêtions à partir, le téléphone de Eric a sonné.
et j'ai vu le nom d'Émilie apparaître à l'écran. En rougissant, il a dit qu'il ferait mieux de prendre l'appel. Émilie a immédiatement commencé à lui aboyer des ordres sur un ton aigu. Cette fille était tellement ennuyeuse. Lorsque l'appel s'est terminé, il m'a dit qu'il organisait la fête d'anniversaire surprise de Arnaud avec Émilie. Et elle n'arrêtait pas de l'appeler pour lui demander, par exemple, d'aller chercher un lot de décoration au magasin. Cette fête avait l'air formidable. C'était ma chance de mieux connaître Arnaud. Il ne me restait plus qu'à obtenir une invitation. J'ai demandé à Eric si je pouvais l'accompagner au magasin. Il a eu l'air surpris mais a accepté. Il était calme au début. Mais j'ai vite semblé franchir sa barrière de silence et nous avons discuté longuement. J'ai également réussi à faire quelques allusions à Arnaud. Mon plan a fonctionné puisque le lendemain, Eric m'a envoyé un message me demandant si je voulais aller à la fête surprise de Arnaud avec lui. J'ai porté ma plus belle tenue et j'ai demandé à ma sœur de me friser les cheveux. Mais tout ce que Arnaud a semblé remarquer, c'était Émilie. Elle était sur lui comme une patelle toute la soirée. Alors que Eric m'apportait un verre et me demandait nerveusement si je voulais sortir avec lui, j'ai réalisé que Eric était mon ticket pour me rapprocher de Arnaud et lui faire réaliser à quel point j'étais géniale et combien Émilie était nulle. Une semaine plus tard, Eric et moi sommes devenus officiellement un couple. Cela signifiait que j'avais un accès instantané à la table populaire des enfants à la cantine et que je pouvais m'asseoir en face de Arnaud. C'était parfois gênant, surtout quand Eric me tenait la main et m'embrassait. Mais je suppose que le fait d'accepter ces choses était une bonne occasion de rendre Arnaud jaloux. Être avec Eric signifiait que j'avais une excuse pour ajouter Arnaud sur les médias sociaux et pour lui envoyer un message lui demandant des idées de rendez-vous pour où je pouvais emmener Eric. Le fait que Arnaud m'ait remarqué était un sentiment incroyable. Je portais toujours les plus belles tenues à l'école et j'essayais de le draguer aussi subtilement que possible. Dans la queue à la fontaine, j'ai touché le bras de Arnaud et je lui ai dit qu'il devait faire de la musculation car ses muscles semblaient gros. Il avait l'air si flatté. Une fois au déjeuner, il n'y avait que moi, Eric et Arnaud à notre table, car Émilie était à l'entraînement de Pom Pom Girl. Alors j'ai envoyé Eric me chercher un muffin. Pendant son absence, je me suis tortillée avec mes cheveux et j'ai ri de tout ce que Arnaud disait. Il n'y avait pas à nier, nous avions une véritable alchimie. Mon flirt secret et mes messages avec Arnaud ont fini par payer, quand il m'a envoyé un DM pour me demander de réviser. Ça y est, j'avais enfin réussi à ce que Arnaud me remarque. J'ai annulé mes projets de soirée avec Eric et je me suis précipitée chez Arnaud. J'ai frappé à la porte, mais Arnaud n'a pas répondu. C'est Émilie qui l'a fait. Elle m'a fait ce sourire vilain, en me disant qu'elle en avait marre de voir toutes mes tentatives pathétiques de flirt avec son petit ami. Elle s'est donc connectée au compte de médias sociaux de Arnaud et m'a envoyé un message en se faisant passer pour lui. Elle m'a donné son adresse, pas celle d'Arnaud, pour me piéger et prouver que j'étais un serpent. J'ai dû me mordre la lèvre pour m'empêcher de pleurer. C'était horrible. Puis elle m'a lancé un ultimatum. J'avais jusqu'à la fin de la semaine pour rompre avec Eric. Sinon elle dirait à tout le monde ce que je faisais. Je me suis immédiatement sentie malade. Mon plan s'était complètement retourné contre moi. Et maintenant Émilie avait tout le pouvoir sur moi. J'ai fait semblant d'être malade pour ne pas avoir à aller à l'école le lendemain. Je ne pouvais pas supporter l'idée de devoir regarder le visage dédaigneux d'Émilie. Eric m'a envoyé des messages pour me demander où j'étais, mais je n'ai pas répondu. Puis plus tard, dans l'après-midi, il s'est présenté chez moi l'air très préoccupé. Je lui ai dit que j'étais une personne horrible et que tout le monde me détestait. Mais il m'a fait un câlin et m'a dit que j'étais une personne géniale. Il a même deviné qu'Émilie m'avait contrariée et m'a dit de l'ignorer, car elle avait un problème avec d'autres jolies filles. Après cela, j'ai vu Eric sous un autre jour. Il était en fait très gentil et assez mignon. Je l'avais toujours négligé pour Arnaud. Mais peut-être avais-je manqué quelque chose? Cette nuit-là, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Eric. J'ai même rêvé qu'il m'embrassait. Qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que je développe des sentiments pour lui? Maintenant, je ne sais pas quoi faire. Il ne me reste que quelques jours pour mettre fin aux choses avec Eric, avant qu'Émilie ne dise à tout le monde ce que j'ai fait. Dois-je rompre avec Eric avant et retourner à mon ancienne vie invisible? Ou dois-je lui dire avant qu'Émilie ait une chance de le faire? Et espérer qu'il me pardonne? Aidez-moi! Je déteste le fait qu'Émilie ait ce pouvoir sur moi. Mais je ne sais pas ce que je devrais faire pour le mieux. Salut, je m'appelle Martin et j'ai 18 ans. J'avais une famille heureuse jusqu'au jour où une catastrophe est arrivée et a tout chamboulé en une fraction de seconde. J'avais 14 ans quand ma famille a eu un accident de voiture. Mon père conduisait et soudainement un chien a couru sur la route. Il a perdu le contrôle de la voiture et en a foncé sur le trottoir. C'était un de ces moments dingues, une question de vie ou de mort.
Ma mère a attrapé le volant et l'a tourné pour que ce soit son côté qui s'écrase contre le poteau. Elle a sauvé la vie de mon père et a perdu la sienne en même temps. C'était l'un des pires moments de ma vie. Mais mon père ne s'en est pas sorti non plus. On fut emmené à l'hôpital pour nous ausculter après l'accident. Et même si j'allais bien, ce n'était pas le cas de mon père. Il n'avait pas de blessure, mais ils ont découvert une tumeur maligne à l'estomac, et elle s'était déjà étendue dans tout son corps. Il ne lui restait plus longtemps. Durant les 2 derniers mois de sa vie, il a refusé la chimiothérapie et avait un autre plan en tête. Il est allé à la banque et a souscrit au service boîte postale avec un contrat selon lequel, à mes 18 ans, je serais autorisé à l'ouvrir et le contenu reviendrait à la personne qui avait pris soin de moi jusque-là. Le voir se détériorer était terrible et je n'arrivais pas à croire que j'allais devenir orphelin. Après sa mort, beaucoup de gens sont venus chez nous, soi-disant des tantes et des oncles que je n'avais jamais vus avant. Ils voulaient s'occuper de moi, mais je ne leur faisais pas du tout confiance. Puis mon oncle Tom est arrivé. C'était le jeune frère de mon père. Lui et mon père avaient été adoptés par mes grands-parents, de 2 orphelinats différents. En regardant de vieilles photos, je savais que mon oncle était super proche de mes parents. Mais après son déménagement et son mariage, ils avaient perdu contact. Il m'a dit qu'avant que mon père décède, il l'avait appelé pour lui demander de s'occuper de moi jusqu'à mes 18 ans. Donc, mon oncle était là, me donnant l'occasion d'aller vivre avec sa famille. Et pourquoi aurais-je douté de lui? Je veux dire, mon père lui faisait confiance, non? Je me suis senti si soulagé d'un coup et je l'ai serré dans mes bras. Il y avait enfin quelqu'un sur qui je pouvais compter. J'ai emménagé avec sa famille, et il était si gentil et aimant avec moi. Sa fille, Jeanne, était aussi super sympa, mais sa femme ne l'était pas. Elle me traitait bien seulement quand mon oncle et Jeanne étaient là. Mais sinon, elle était méchante avec moi. Et un jour, elle m'a dit que si ce n'était pas pour la boîte postale, elle n'aurait jamais accepté que mon oncle m'adopte. Après ça, j'étais si triste et j'ai pensé à fuguer. Mais Jeanne m'a réconforté et m'a encouragé à rester. Si elle n'avait pas été là, j'aurais été perdu. Elle était si mignonne et savait toujours comment me faire rire. Je n'arrive pas à croire que je dis ça, mais je suis peu à peu tombé amoureux de Jeanne. Je savais qu'elle ressentait la même chose pour moi, car je la surprenais souvent à me regarder pendant les repas et elle rougissait quand je la voyais. Mais je savais que si l'un de nous révélait nos sentiments, ça pourrait vraiment bousiller notre vie de famille. J'ai décidé de l'aimer en secret, et quand je partirai de la maison à 18 ans, j'avouerai à Jeanne combien je l'aimais. Peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait être ensemble. Les années suivantes furent mitigées. J'ai aimé chaque instant passé avec Jeanne. Mais les moments avec sa mère étaient un enfer. Elle me parlait toujours de cette boîte postale et je n'en pouvais plus. Elle était tellement avare de cet argent. J'ai finalement eu 18 ans et j'ai pu quitter le foyer et avouer mes sentiments à Jeanne. Je suis allé à la banque avec mon oncle, sa femme et Jeanne pour terminer la procédure. Le banquier nous a conduits à la boîte postale de mon père et l'a ouverte. Et la femme de mon oncle a immédiatement pris l'enveloppe qui s'y trouvait. J'ai toujours pensé qu'il y avait beaucoup d'argent dans la boîte, comme des milliers ou même des millions de dollars pour remercier la personne qui m'avait éduqué pendant ces années. Je m'en fichais un peu, mais cette femme était si impatiente qu'elle tremblait en l'ouvrant devant nous. Mais après l'avoir lu, elle était si choquée qu'elle a laissé tomber le papier. C'était une lettre de mon père. Je n'en revenais pas de ce qu'il disait. Mon père a écrit que dans le passé, lui et mon oncle avaient été amoureux de ma mère, mais que ma mère avait choisi mon oncle. Mon père aimait tellement ma mère qu'il l'a attendue. Quand elle a rompu avec mon oncle, il est allé la voir et lui a demandé de l'épouser. Ils se sont mariés immédiatement, et ma mère est rapidement tombée enceinte. Mais mon père savait que ce devait être l'enfant de mon oncle parce que mon père avait eu les oreillons quand il était enfant et il avait eu des complications qui l'avaient rendu stérile. Mais il avait gardé ça secret, car il ne voulait pas que ma mère le sache, ou il risquait de la perdre. En ce qui concerne mon oncle, il était déjà parti dans une autre ville et s'était marié, et il ne savait pas que j'étais son enfant. Pendant tout ce temps, mon père a fait comme s'il ne savait pas. Mais maintenant que j'ai 18 ans, mon père voulait que mon oncle sache la vérité. J'étais figé sous le choc. Ça ne pouvait pas arriver. La femme de mon oncle m'a soudainement attrapé par le col et m'a crié que j'étais un monstre et que j'avais ruiné le bonheur de sa famille. Mon oncle l'a emmené hors de la banque et Jeanne restait là à pleurer. C'était un jour tellement choquant pour moi. J'ai soudainement découvert que mon oncle était en fait mon père et que je suis amoureux de ma demi-sœur. Pendant toutes ces années, elle était mon ambition de vivre. Et maintenant, quoi? Je ne sais pas comment gérer toutes ces émotions chaotiques qui m'habitent. Salut, je m'appelle Viviane et je déteste ma sœur. Oui, je sais. Vous vous dites sûrement que je ne le pense pas vraiment, mais je la déteste vraiment.
Ma sœur Léna a 1 an de plus que moi. Quand on était petite, on n'était pas proches du tout. C'est comme si elle m'en voulait d'être née et d'avoir accaparé l'attention. Elle était toujours autoritaire avec moi, me faisait tomber quand ma mère ne regardait pas, et elle volait mes affaires. Maintenant que nous sommes ados, elle fait encore tout ça, et même plus. C'est vraiment une personne horrible. Ce qui n'arrange rien, c'est que je suis plutôt populaire, et que j'ai beaucoup plus d'amis qu'elle. C'est dur de vivre avec Léna. Alors pour mieux gérer mes problèmes, je tiens un journal intime où j'écris tout ce que je pense et ressens. Je trouve que ça m'aide beaucoup à surmonter ce qui se passe. J'ai toujours su que si mon journal atterrissait dans les mains de Léna, ça me causerait beaucoup de tort. Alors je le cachais sous une planche de parquet sous mon lit. Léna n'avait aucune idée de cette cachette secrète. Du moins, c'est ce que je croyais. Puis un jour, je suis rentrée d'une soirée pyjama chez mon amie Cathy, et j'ai vu que la planche de parquet avait été enlevée. Et mon journal intime avait disparu. J'ai eu tellement peur que j'ai failli vomir. C'était mauvais signe. Très, très, très mauvais signe. J'ai fouillé ma chambre au cas où j'aurais par hasard oublié de le ranger, même si je savais que c'était suspect car j'étais très prudente avec ce journal. Puis Léna est venue à l'entrée de ma chambre et m'a dit « Est-ce que tu cherches quelque chose ?» À ma grande horreur, elle avait mon journal intime dans les mains. J'aime penser que je suis quelqu'un de bien, mais j'ai fait de mauvaises choses dont je ne suis pas fière. J'ai appris de mes erreurs et je fais de mon mieux pour être quelqu'un de meilleur. Mais j'ai écrit toutes les mauvaises choses que j'ai faites dans ce journal, et maintenant ma sœur diabolique est au courant de tout. Elle l'a ouvert et a commencé à lire à voix haute le passage où je raconte la fois où j'avais trop bu à une soirée et où j'ai bêtement embrassé le petit copain de Cathy. J'ai essayé d'expliquer à Léna que ça datait d'il y a plusieurs mois et que c'était une énorme erreur, mais elle me fit un sourire narquois. Elle m'a dit qu'elle le dirait à Cathy si je ne faisais pas exactement ce qu'elle demandait. Je ne voulais pas accepter de tout faire pour Léna, mais j'avais l'impression de ne pas avoir le choix. Cathy était ma meilleure amie depuis le collège, et je ne voulais pas la perdre. Pendant les jours qui suivirent, je me sentais mal de savoir que Léna avait ce pouvoir sur moi. Elle me faisait faire toutes les corvées, comme la vaisselle et sortir les poubelles. Mais je savais que ce n'était que le début de ses ordres. Une fois, je suis rentrée de cours, et j'ai trouvé mes parents inquiets à propos d'une carte bleue qui avait disparu. Une notification de téléphone les avait avertis qu'une somme de 100 $ avait été dépensée. Je suis allée dans ma chambre et j'ai découvert que ma sœur s'y trouvait déjà. Elle m'a donné la carte de mes parents, en me disant d'aller leur rendre, en disant que c'était moi qui l'avais volée. J'ai dit non, mais elle a sorti mon journal intime en souriant. Je n'avais pas le choix. J'ai dit à mes parents que c'est parce qu'il y avait une jolie robe que je voulais absolument. Ma mère avait l'air choquée. Elle n'arrêtait pas de me demander si c'était vrai, car j'avais toujours été une enfant sage. Elle a soupiré et m'a pardonné, puisque j'avais eu le courage d'avouer ma faute. Mais elle avait aussi l'air très déçue de moi. Puis un week-end, pendant que je tondais la pelouse, le mec mignon d'à côté m'a appelé à travers le grillage pour me dire qu'il avait 2 places de ciné pour ce soir-là. Il m'a demandé si je voulais y aller avec lui. J'ai bien sûr dit oui. Léna avait dû le voir depuis la fenêtre de sa chambre, car dès que je suis rentrée à l'intérieur, elle m'a arrêtée à la porte et m'a forcée à aller dire au mec que j'étais malade, et donc qu'elle irait à ma place. Puis les ordres ont continué. Elle m'a dit qu'il y a une fille qu'elle détestait au lycée, et qu'elle avait un plan à me faire suivre. Le lendemain, pendant la pause déjeuner, elle a fait semblant de renverser sa soupe sur la robe de la fille, puis s'est excusée et est allée avec elle aux toilettes, pour que j'aie le temps de voler les devoirs de la fille et de les jeter. Sa mission impossible s'est très bien déroulée. Personne ne s'est douté de rien. Et j'étais très soulagée. J'étais super anxieuse, car je n'avais jamais fait ce genre de choses avant. Puis plus tard dans la journée, j'ai vu la fille pleurer en cherchant désespérément ses devoirs dans son casier. Je me sentais vraiment mal. Il fallait que j'arrête ça. Alors j'ai séché le reste des cours pour pouvoir rentrer plus tôt. Et j'ai fouillé la chambre de Léna pour trouver son journal intime. J'ai regardé partout, mais il se trouve que ma sœur diabolique n'était pas assez bête pour en avoir un. Pire encore, elle savait que j'étais allée dans sa chambre et m'a dit que comme punition, je devrais couper au carré mes très longs cheveux. Sinon, elle ne raconterait pas uniquement que j'avais embrassé le petit copain de Cathy, mais que j'avais aussi volé les devoirs de cette fille. J'avais laissé pousser mes cheveux depuis des années, alors qu'elle avait ruiné les siens en ratant une décoloration. Elle me faisait couper les miens seulement par mépris. En allant chez le coiffeur en ville, Cathy m'a appelée. Je me suis mise à pleurer.
en lui disant que Léna me faisait du chantage avec ce que j'avais écrit dans mon journal intime et qu'elle voulait que je me fasse couper les cheveux. Quand je suis arrivée chez le coiffeur, Cathy m'attendait devant. Elle m'a dit que ce n'était pas juste et que je devrais me faire couper les cheveux seulement si je le voulais, pas parce que ma sœur me le demandait. Elle m'a aussi dit que Léna ne s'arrêterait pas, qu'elle me ferait faire des choses de plus en plus folles. Je savais que Cathy avait raison. Je ne pouvais pas continuer comme ça. J'étais constamment sur les nerfs, en me demandant ce que Léna allait me faire. Je suis rentrée à la maison et Léna était dans ma chambre. Elle portait mon pull préféré et mangeait un paquet de chips sur mon lit en faisant exprès de mettre des miettes partout. C'en était trop. Je me suis mise très en colère, en lui disant que je ne suivrais plus ses ordres et que j'assumerais ce que j'ai fait et que je ne serais plus sa marionnette. Elle n'avait à présent plus aucun pouvoir sur moi. Je sais qu'il faut que j'avoue ce que j'ai fait aux gens que j'ai blessés avant que Léna aille les voir. J'ai peur qu'ils me détestent. Et l'idée de perdre leur amitié est terrible et m'effraie beaucoup. Mais c'est la chose à faire. Je dois d'abord aller voir Cathy et lui dire ce que j'ai fait. Ça me rend si nerveuse. J'espère vraiment qu'elle me pardonnera.